Ouais, donc, salut les gars, merci d'être présent aujourd'hui, d'avoir répondu présent à l'invitation. Moi, je voulais vous inviter pour discuter un petit peu de la question des paradigmes et tout. Je sais que Norman Freud, dans ton dernier livre, donc Technofascisme, tu abordes la question des alternatives justement à ce technofascisme qui est le marxisme-léniniste. Donc, j'aimerais savoir, comment dire, j'aimerais déjà que tu nous donnes ton point de vue, pourquoi tu as choisi le marxisme-léninisme pour aborder cette question. Et après, moi, je vais poser la question aussi à Franco sur les questions. Je sais aussi que tu travailles sur tout ce qui est paradigme, sur les questions aussi d'alternatives. Tu travailles beaucoup sur la neurocognisation, les neurosciences et tout ça. Et tu poses souvent, je t'entends dire, en tout cas, on discute souvent ensemble, et tu parles de tant qu'on n'a pas une alternative à un système ou à quelque chose, c'est quasiment impossible de penser cette autre chose, et tu es obligé de te calquer justement sur l'existant, en fait. Donc, on va essayer de discuter par rapport à tout ça. Ça va être peut-être un peu décousu, mais voilà, ce sera l'occasion de poser, c'est peut-être poser un peu le débat sur ce thème-là. Et voilà, vas-y. Ouais, je précise juste un truc, c'est que, parce qu'on pourrait croire que je suis un spécialiste en neurosciences, mais j'utilise juste les neurosciences comme un éclairage pour essayer comment dire, rendre compréhensible certaines choses, mais je suis pas du tout un spécialiste, c'est juste une ouverture et je prends pas les neurosciences comme une bible non plus, Ouais, parce que toute science peut évoluer, mais ça peut apporter un éclairage, ouais. ok. Norman, vas-y, est-ce qu'il y a besoin de te présenter? Parce que je pense que les gens, déjà, sur ma chaîne, au moins, je pense qu'ils te connaissent un peu. Je les connaissent un peu, qu'on a déjà fait des réalités tous sur ton contenu. Mais en gros, philosophe, membre de la Fondation Fanon, militant aussi, ça, enfin, je sais pas, plein de trucs. Le clasheur officiel de Rof. Les deux Charlie Cap. Déjà le Charlie Cap. Donc, ouais. Après, si t'as des trucs à ajouter, vas-y. Non, j'ai rien à ajouter. Autant rentrer directement dans le vif du sujet. Merci pour ton invitation. Alors, en ce qui concerne la question du technofascisme et de mon livre sur le technofascisme, que j'utilise le marxisme-léninisme, et même plus le léninisme, pardon, directement que le marxisme. Je pense que, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, Lénine m'intéresse davantage que Marx. Mais c'est juste un élément parmi d'autres de ce que je mobilise dans le livre. Évidemment, comme d'habitude, je parle également de la question de la tradition radicale noire et, comment dire, j'associe un petit peu les deux, ou je combine les deux pour une raison très simple, qui est que dans ce paradigme du technofascisme, c'est-à-dire le fascisme sous forme d'entreprise qui travaille à l'intérieur des sociétés à partir des applications qu'on utilise, à partir de la manière dont ces applications sont utilisées par nos gouvernements, euh, des logiciels de surveillance jusque, aux logiciels de mise à mort utilisés par des armées ou par des forces de police, tout ce système-là, d'une part, il repose sur une certaine vision de l'humanité ou sur une certaine conception de l'être humain. Et c'est là que la tradition radicale noire entre en ligne de compte, parce qu'elle propose une autre manière de considérer l'humanité ou une autre façon de se projeter dans ce que signifie être un être humain. On pourra élaborer le truc plus en détail, plus en détail un peu plus tard, évidemment. Et là où, la tradition marxiste-léniniste ou le léninisme m'a intéressé, c'était précisément dans la manière de s'attaquer directement à la forme entreprise, qui est quelque chose qui est, je pense, qui était le mieux pensé dans ce moment politique et dans cette tradition-là. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où notre ennemi principal, car dans la tradition radicale noire, notre ennemi principal, ça a très souvent été l'État, mais que se passe-t-il lorsque notre ennemi principal est des entreprises? Et là, j'étais presque obligé de me tourner vers cette tradition-là qui consiste à s'attaquer directement au capitalisme et à saper directement le pouvoir que le capitalisme a sur nos existences et à dire que se passe-t-il à partir du moment où ce sont aux travailleurs de décider d'eux-mêmes. Donc voilà, dans ce livre-là, ce projet-là qui est un peu nouveau pour moi parce que c'est finalement la première fois où je parle directement d'un ennemi, là où la plupart du temps, je me suis plus intéressé à l'histoire de la pensée africaine ou diasporique. C'est la première fois où je me suis attaqué finalement, où l'objet principal du livre, c'était que pensent nos adversaires, qu'est-ce qu'on peut dégager comme ligne théorique champ de pouvoir dans cet adversaire-là. Et voilà, j'ai été chercher finalement les armes à chaque fois qui me semblaient les plus pertinentes pour m'attaquer à cet adversaire-là. Donc, j'ai adapté finalement ma perspective
au terrain choisi par l'ennemi. On va revenir sur la question de Lénine, tout ça, un peu plus tard. J'aurai des questions par rapport à ça. Franco, justement, qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Est-ce que pour toi, par exemple, le technofascisme, cette force, cette puissance, comment dire, c'est ce contre quoi tu te bats, ou toi tu penses que la problématique est peut-être à un autre niveau, et comment t'approches le truc? Bah, déjà, merci pour l'invitation. En plus, j'apprécie beaucoup d'être avec Norman. Je suis obligé de le dire parce que je suis pas en terrain ennemi. Ça veut pas dire que quand je suis en terrain ennemi, je le déclare. Mais, mais ce que j'apprécie, c'est Norman, c'est quelqu'un que j'aime bien écouter parce que le but, c'est pas d'être toujours d'accord, mais il ouvre des perspectives que on n'a pas forcément envisagées. Je parle pas là maintenant sur plein d'écoutes, donc je suis très content d'échanger avec lui. Par rapport à la question que tu as posée, c'est-à-dire que, moi, j'ai du mal à différencier le monde de l'entreprise, genre, ce qu'on appelle, je sais pas si on appelle ça des multinationales ou GAFAM. Tous ces noms ne m'intéressent pas, mais en tout cas, ce genre de blog comme Google, ces hyperpuissances, il y a quoi? Maintenant, tu as l'IA, comment ça s'appelle? ChatGPT là qui arrive, tout ça, j'arrive pas à les distinguer de l'État parce que justement, ça en revient à cette notion de colonisation et de neurocolonisation. Il y a une colonisation immatérielle et pour moi, ces entreprises, en transcendant les frontières, etc., participent à immatérialiser la domination étatique et ne sont que le prolongement de l'État. Et souvent, d'ailleurs, Google est associé aux États-Unis, Facebook aux États-Unis. Pour moi, il n'y a pas ça veut dire que ça n'enlève rien à ce qui vient d'être dit, hein, mais ça veut dire que pour moi, ce n'est qu'un prolongement. Et c'est là que cette notion de neurocolonisation, elle est peut-être intéressante à creuser. Ce n'est qu'une manière de coloniser autrement en s'attaquant directement aux esprits et non plus en martyrisant les corps. Donc, on a l'impression d'être libre parce qu'on consent à notre enchaînement, ce qu'on peut appeler l'enchaînement mental, etc. Et donc, ça va être très intéressant de développer là-dessus parce que je pense qu'à ces croisements-là, ça se rejoint. Et pour ce qui est du marxisme, par exemple, comment déjà, et ça m'emmènerait à parler de la conception que j'ai de la race, parce que je ne peux pas parler comme ça du marxisme. Mais la conception que j'ai de la race, elle est différente de la manière dont elle est définie par l'Occident, qui est en fait quand même le berceau de la suprématie blanche. Et j'ai aussi compris que la manière dont les définitions données par l'Occident cadrent notre pensée pour que finalement on ne puisse pas réfléchir à autre chose que ce dans quoi on nous a enfermés dans la définition. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, pour faire court, comment dire, les identités raciales qui ont été inventées avec la colonisation, donc on va appeler ça les non-blancs et les blancs, eh ben, le blanc, pour moi, est une identité raciale. Et donc, on pourrait dire que c'est une surrace dans l'idéologie blanche, hein. Et à partir de là, un blanc quel qu'il soit, d'ailleurs sans savoir s'il est gentil ou méchant, cette identité raciale lui confère un privilège, on en parle souvent, je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est-à-dire que pour moi, un blanc, c'est pas qui se montre gentil ou méchant qui va déterminer s'il est raciste ou pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as l'armure de cette identité blanche, tu participes à un degré plus ou moins important au racisme. Peut-être qu'il est extrêmement infime, peut-être qu'il est... parce qu'en fait, tu transportes toute une logique, une infrastructure de pensée qui va avec l'identité blanche. Et pourquoi je parle de ça? Parce que quand on en arrive aux partis politiques, marxisme, etc., si on les voit du point de vue de marxisme, le Front National ou je sais pas quoi, bref, tout ce qu'il y a, de l'extrême gauche jusqu'à la super droite, eh ben, quand on regarde ça du niveau de la classe, oui, on peut penser en termes de droite, de gauche, de centre, de saperlipopette, et tout. Mais quand on regarde ça du point de vue de la race, pour moi, il n'y a que l'extrême droite, parce que l'identité blanche, si je transpose ça au niveau de la race, parce qu'on ne pourrait pas le penser comme ça en tant que race, c'est une extrême droite. Mais à ce moment-là, le marxisme est à la gauche de l'extrême droite, et l'extrême droite est à la droite de l'extrême et tout ce qui s'ensuit. Et donc, pour moi, dès que des partis politiques sont blancs, ils font dans le champ de la race, dans le champ social, j'arrive à leur concéder, vous êtes de droite, etc. Parce qu'à partir du moment où tu es dans l'identité blanche, tu transportes avec toi, d'une manière plus ou moins prononcée, Moi, j'ai une take de ouf. Pour moi, Elon Musk et Trump, c'est les opposés, c'est les doubles antithétiques des sœurs Wachowski. Tu vois, les sœurs Wachowski, ils sont non, les créatrices de Matt, c'est tout, qui sont dans le progressisme à l'extrême et tout. À l'extrême, à d'autres fans, t'ajoutes en train des tout qui sont dans la suprématie blanche et tout ça. Mais pour moi, ce qu'on discutait le jour, enfin, du jour avec Franco et là, tout ça, ça reste dans la bulle, dans le spectre blanc, en fait. On nous impose l'un de ces deux modèles. On doit choisir entre l'un de ces deux modèles.
Mais est-ce qu'on peut pas se penser, et ça rejoint aussi la question du marxisme et tout, c'est pas pour rien que des pas de mort, des Césaire et tout ont quitté justement aussi le marxisme à un moment, parce que ça répondait pas aussi à des problématiques. C'est pour ça que la tradition radicale noire est importante à ce niveau-là. Est-ce que on peut penser la révolte, la révolution Avec une pensée issue de la blanchité. Vous voyez ce que je veux dire ou... Bah, alors deux choses. Je vois ce que tu veux dire. Après moi, Matrix 1, c'est vraiment un de mes films préférés. Non. Donc effectivement, à choisir, je préfère les Wachowski que, oui, que Trump et les LOL. Mais, mais oui, effectivement, enfin, je veux dire, ça fait partie de la même, comment dire, du même élan civilisationnel, si tu veux, d'un même ensemble de références. Et oui, je pense que c'est possible de penser les choses autrement. Après, la question, est-ce que c'est possible de penser la réflexion, la révolution, pardon, à partir d'un paradigme occidental? Bah oui, de fait, c'est possible parce que ça a été beaucoup fait. Mais après, la question, c'est est-ce que ça peut bénéficier aux populations africaines, Moi, afrodescendantes? je parle de notre point de vue. Hein. Voilà, c'est ça. Je parle pas du point de vue des Blancs. Parce que, non, mais je veux dire, tout le monde peut faire sa révolution. Parce que c'est ça le truc. Mais oui, de fait, comment dire, la question fondamentale pour nous, à mon avis, qui est la question anthropologique, quoi, la question sur la signification de ce que c'est qu'un être humain et quelles sont les limites finalement de l'être humain, c'est là qu'elle joue à plein et elle est très importante en ce moment justement. Et au fond, c'est ça aussi c'est ça qui fait la différence, la ligne de fracture, par exemple, entre Wachowski. C'est intéressant que tu aies utilisé cet exemple-là, entre les Wachowski et les Trump, etc. Parce que j'ai l'impression que les États-Unis, en ce moment, ils sont pris dans une crise anthropologique. Tu vois, on parle souvent de crise de la masculinité, etc. Ça, à mon avis, c'est assez bullshit. Je pense que c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est vraiment crise anthropologique qui a plein d'éléments, tu vois. Et l'un de ces éléments, c'est la question du masculin, du féminin. C'est pour ça qu'il y a une espèce d'obsession sur la question trans, etc. Donc les Wachowski font partie de ça. C'est un problème. Il y a beaucoup d'autres problèmes que ça. Il y a la question de l'appartenance nationale et la question de l'identité états-unienne, tu vois. C'est pour ça qu'il y a ces espèces d'attaques de ICE contre les immigrants, etc. Ce niveau de xénophobie, c'est quelque chose d'assez nouveau aux États-Unis. Dans le monde, plus ou moins, avoir des immigrés, ils sont censés s'en foutre. Surtout que les hispaniques sont censés être globalement relativement blancs, en tout cas blanchissables, si tu veux. Ils sont chrétiens, ils sont parfois de complexion assez claire et tout. Il y a bien moyen d'en faire quelque chose. Regarde Ted Cruz, bon, c'est censé être assimilable. Mais il y a de plus en plus une espèce d'inquiétude à ce niveau-là. Il y a évidemment la question de l'intelligence artificielle aussi, et fondamentalement toujours la question noire, c'est-à-dire la question presque basique sur ce que c'est que la limite externe de ce qu'est l'être humain, qu'est-ce qui nous ressemble, qu'est-ce qui est capable de parler, qu'est-ce qui est capable d'avoir des actions qui sont similaires à celles d'un être humain, mais qui fondamentalement n'en sont pas, ou qu'on est obligé de maintenir qui n'en sont pas pour s'assurer de notre propre appartenance à l'humanité. Parce que si on les accepte, ça veut dire qu'on ne sait plus nous-mêmes qui on est. Ouais, c'est cette question-là qui ne lâche pas. Et on est dans cette, dans cette espèce de moment, j'ai l'impression je ne vais pas dire de panique, mais en tout cas où les représentants les plus influents de la droite aux États-Unis, mais même aussi de la gauche, sont en peine à fabriquer une image crédible de ce que signifie un être humain pour eux, ou en tout cas pour la fabriquer, ils ont besoin de s'attaquer à de plus en plus de minorités. Et dans ce cadre-là, les populations noires sont toujours le reste ou le résidu par rapport auquel on peut prouver sa propre humanité. Ce qui m'attriste, c'est que dans le cadre des manières dont ICE a ciblé la police des frontières et comment dire, les douanes aux États-Unis ont ciblé les populations hispaniques, il y a eu un certain nombre de militants noirs, etc., qui se sont exprimés pour dire que ça ne les concernait pas, notamment par rapport à l'usage par certains de l'image ou des noms des Black Panther Party, qui ont exprimé le fait que ce n'était pas censé concerner la question noire, que ça n'avait rien à voir avec comment dire, l'héritage des panthères. Ce qui est d'autant plus bizarre qu'on sait que, comment dire, que ce soit au Mexique ou plus loin en Amérique centrale, etc., il y a quand même eu une traite et une population africaine assez significative finalement, même si elle est souvent invisibilisée, d'une part.
Et d'autre part, que l'internationalisme, ça a toujours été quand même un élément fondamental de l'idéologie des Panthères, d'autre part. Et enfin, que l'idée selon laquelle les Noirs pourraient être préservés de n'importe quelle politique xénophobe états-unienne, c'est une pure et simple illusion. L'idée que de voir des Noirs aux États-Unis s'agripper comme ça à leur nationalité, c'est à mon avis vraiment une erreur d'appréciation qui est finalement assez grave, quoi. Donc voilà, je pense qu'on est face à cette crise et traditionnellement, ça a toujours été, comment dire, les organisations politiques noires ou même les intellectuels, les militants noirs aux États-Unis qui ont été en avant dans cette redéfinition de la question anthropologique, du fait d'avancer que l'être humain, comme disait Sylvia Winters, c'est pas un fait, c'est pas quelque chose qui existe comme ça, mais c'est une pratique, c'est quelque chose qu'on fabrique, c'est toujours un processus face à l'image, comment dire, de l'humain en majesté réifiée que va prôner Trump ou du transhumanisme que va prôner Musk. Une autre conception de l'humain, conception processuelle transformatrice de l'être humain qu'on trouve aussi chez Frantz Fanon. Mais voilà, j'ai l'impression que en ce moment, malheureusement, ça manque de voix en Amérique pour porter cette parole-là. Ok, je crois que c'était la nièce de Huey Newton qui avait dit une dinguerie, comme quoi les Noirs ne devaient pas protéger les Noirs qui n'avaient pas de papier. Ouais, c'est ça. This goes out to all you space monkey, porch monkey ass motherfuckers sitting there trying to represent the Black Panthers. We are not doing that. Y'all ain't no Black Panthers. What y'all, the cartoon motherfucking character? Y'all don't even know your fucking history. Y'all sitting out there and want to fight for an illegal who's taking away your housing, your benefits, kicking you out of your motherfucking shit. And you want to get up there and act like this is... We ain't doing this. C'était d'une bêtise en plus. En plus, c'est la nièce de Newton, quoi. C'est vraiment le mec qui aurait, comment dire, absolument pas tenu cette ligne-là dans notre circonstance. Franco. Oui, par rapport, je connais pas le nom des frères là, dans Matrix, Wachowski, truc, machin. Mais et Trump et Elon, par contre, je connais mieux le nom. Je connais ce qu'ils sont, les gens, mais leur nom, j'ai jamais retenu. Mais si je faisais un parallèle pour peut-être mieux comprendre dans quelle perspective je vois la chose, pendant longtemps, j'ai été dupé par une espèce de duo antithétique qui n'est pas présenté comme tel, mais qu'on pourrait présenter comme tel, qu'on le transpose dans la plantation. C'est Napoléon Bonaparte et Schœlcher. Et effectivement, quand on voit ça, on a l'impression que Schœlcher a sauvé les Noirs, et on a plus facilement tendance à voir que Napoléon, lui, voulait les tuer, les esclaviser, etc. Alors que Schœlcher n'est qu'un gentil colon, mais un colon quand même. Alors que Bonaparte est un méchant colon. Et donc, lui, on aura plus facilement tendance à s'en méfier. Mais Malcolm X, par exemple, disait un truc du genre... la différence entre quand tu as affaire au renard et au loup, c'est que le renard va te sourire, comme Schœlcher, pour te donner l'impression qu'il est avec toi et tu vas pas t'en méfier parce que tu crois qu'il est ton ami. Alors que le loup, lui, te montre ses dents et tu sais directement. Le problème des gens comme ces tendances un peu gentillettes, etc., Schœlcher, s'il voulait la libération des Noirs, pour certaines choses que j'ai lues, mais je ne suis pas non plus un spécialiste, c'était pour conserver les colonies. Ça veut dire que c'est un truc tu vois, là, je commence à frissonner. C'est un truc de malade. Et donc, moi, quand je transpose les frères qui sont devenus sœurs, Wachowski, ou truc machin, et Trump, etc., ben, je vois, pour mieux comprendre, c'est ce genre d'antithèse-là. C'est ce genre d'antithèse-là. Et en fait, c'est les deux revers d'une même médaille coloniale. Une qui te prend avec bon flic, méchant flic. Une qui te la met, oui, balance et t'inquiète. Et l'autre qui te met des tartes dans ta bouche. Mais les deux travaillent pour le même système. Et l'autre chose qui me paraît importante, c'est parce que j'ai parlé d'identité blanche, je ne sais pas qui sera là, et au cas où il y a la CIA, le FBI, tout ça. Il faut quand même que je mette les choses dans un contexte pour qu'on comprenne. C'est-à-dire toute personne qui incarne l'identité blanche et qui pense que c'est une identité neutre, qui est juste, comment dire, qui désigne quelque chose, etc., et véhicule avec lui toute la race qui lui donne de la valeur, une valeur complètement idéologique, hein, mais à des degrés plus ou moins importants. Il y en a ça va donner par exemple du Schœlcher ou du Napoléon, mais dans tous les cas, ça travaille pour le système. Et pour comprendre cela, il est important de comprendre, et ça je suis obligé de le dire, que dans la conception qu'on a et donc que j'ai de la race, et quand je dis qu'on a, c'est mon groupe, hein, Brigade Anti-Négrophobie, c'est que le noir a été construit idéologiquement, donc les personnes afro qui n'ont jamais été noires, ont été construits idéologiquement pour être l'antithèse du blanc.
Et donc, on comprend mieux tout ce qui se joue par rapport à cette identité blanche qui, ça en revient à ton histoire d'étalon de mesure. Je sais plus comment toi tu as appelé ça. J'avais écouté une de tes interventions, mais quand tu dis, oui, voilà, que le noir, c'est le seuil en dessous desquels personne veut tomber et donc se mesure par rapport à cela. Et donc, à partir du moment où on est l'antithèse absolue, il faut comprendre que le blanc a absolument besoin du noir et effectivement des autres, mais le noir, c'est vraiment un peu la pierre de Rosette, comme tu disais, etc. Et donc, à ce moment-là, on comprend mieux ce que j'entends, j'espère, pas l'identité blanche. C'est pas une identité neutre, c'est une identité programmée pour la domination. Et donc, tous ceux qui sont dans cette identité blanche sont des relais plus ou moins conscients et plus ou moins actifs de cette domination. Et l'autre chose par rapport au marxisme aussi, pour qu'on comprenne ce que j'entends par ces espèces du point de vue de la classe, je leur concède, c'est vraiment la gauche, même l'extrême gauche. C'est des Schulcher en puissance, et ça, je préfère Schulcher que Napoléon, hein. Donc, qu'on soit clair. Hein? Mais je préfère ma liberté aussi. Et je préfère ma dignité, tu vois ce que je veux dire? Et donc, voilà, ma manière de voir la chose, c'est de comprendre. Par exemple, j'adore les Black Panthers et je connais, par exemple, euh, Fred Hampton Jr. et avec qui on a des très bonnes relations. Donc, c'est même pas les Black Panthers, je suis comment dire, un inconditionnel. C'est-à-dire, j'ai rien à dire parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire au moment où ils avaient à le faire, avec tous les risques encourus. Et qui suis-je pour dire si ça? Par contre, d'un point de vue global, ce que je sais, et je dis global parce que j'ai pas tous les mots pour bien exprimer ma pensée, c'est que il faut comprendre c'est quoi la colonisation et donc de surcroît la neurocolonisation. Ce sont comment dire, modes d'intervention complémentaires, un dans le monde visible, l'autre dans le monde invisible. Et donc, quand on prend la neurocolonisation, elle détruit ce qu'on appelle les épistémicides. Elle détruit les systèmes de pensée, ce que j'appelle moi, par exemple, les satellites institutionnels afrocentrés. Et donc, tout ce qui nous permet de nous repérer par rapport à nos propres paradigmes, justement. Et donc, il est normal que dans des situations telles que l'esclavage négrier, là, on a détruit les paradigmes, on enlève les noms, les langues, etc. Les gens, quand ils ont besoin de penser, ils sont obligés de penser à travers les paradigmes des autres. Et donc, lorsqu'ils vont en arriver à vouloir faire la révolution, ils devront prendre le moins pire de l'identité blanche, et donc ce sera Schulcher plutôt que Napoléon. Et pour moi, c'est comme ça que je vois le marxisme dans cette affaire-là. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Dans le marxisme, le léninisme, je ne sais pas si c'est surtout parce que je ne suis pas un spécialisé dans le truc, mais en gros, c'est rétablir les rapports se réapproprier les rapports de production, les modes de production, les rapports de production. Mais pour moi, la question, faut plus qu'on se la pose dans ces termes-là. Faut changer de paradigme, faut changer de rapport de force, faut changer de rapport ontologique, cosmologique, cosmogonique. C'est plus pour moi, la question se situe à ce niveau-là, pas juste dans des rapports de production. C'est trop limité, c'est trop limitant. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire et tout, mais pour moi, ça joue à un niveau qui est, justement, c'est trop limité dans la pensée marxiste, par rapport à ce que juste vient de dire Foucault. Ça reste dans le système blanc et on ne pense pas à partir de nos paradigmes et tout. Je sais, comment ça s'appelle, tu avais sorti un article sur Né du désastre, qui était super intéressant. Tu parlais de Ubuntu, notamment dedans et tout, qui sont des paradigmes qui nous sont déjà propres à nos modes de pensée, tout ça. Pourquoi on ne pense pas, pourquoi on reste dans la pensée, encore une fois, occidentale, le marxiste reste dans une pensée occidentale, qui est bien sûr intéressante. Par exemple, le matérialisme, dialectique et tout, c'est des éléments, des outils qui peuvent être intéressants, qui peuvent être repris et tout. Mais pourquoi on reste dans cette pensée-là alors qu'en partant de nos paradigmes à nous, on pourrait repenser des rapports de production, des rapports d'éthique, des rapports de justice, des rapports d'économie, des rapports, tu vois, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je vous laisse parler, les gars. Je pense que c'est, comment dire, ce que tu décris, c'est tout à fait essentiel. Le fait d'avoir comment dire, cette perspective originale, cette perspective différente, disons, cette perspective particulière aux héritages africains. Je vais commencer quand même par l'histoire du léninisme, en fait. Disons que c'est aussi une forme... Enfin, mon rapport à Lénine est assez particulier. Je vois pas du tout une attaque, et même si c'est une attaque, pour moi, c'est pas un problème. Je suis prêt à m'en expliquer. Moi, j'aime bien Lénine. Voilà, j'aime bien Lénine, pourquoi? Parce qu'il est très méchant. Il y a un côté, quand je le vis, je vois vraiment un type qui a, comment dire,
la haine. Après, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ma lecture. Mais c'est vraiment un type qui a la haine de la Russie, la haine de la philosophie des Lumières aussi bien, la haine du capitalisme. C'est un type qui est, comment dire, qui a vraiment envie de détruire quelque chose. Et qui propose des stratégies qui sont comment dire, qui ont une espèce de valeur implacable. C'est un type qui ne fait pas de quartier. C'est un stratège d'une terrifiante brutalité. Et qui n'est pas dans le sentimentalisme. Et par ailleurs, c'est un type très malin, etc. Il a des idées que je trouve intéressantes. Et, comment dire, c'est aussi ça que j'ai voulu prendre. Et d'une certaine façon, j'ai voulu en parler comme quelqu'un qui pouvait être intéressant pour nous à cause de cette singularité-là, tu vois. À cause de cette singularité du fait que il a dit aussi beaucoup de conneries. Je veux dire, je vais pas revenir là-dessus, des choses parfois très, très eurocentriques, mais du fait qu'il a vraiment, dans une certaine partie de son œuvre, rejeté des choses qui nous semblent souvent tout à fait importantes et fondamentales, comme le libéralisme politique, tu vois, vraiment, mais le libéralisme politique au sens le plus noble du terme, la séparation des pouvoirs, etc., l'espèce de neutralité par rapport à la nation, etc. Il a dit non, tout ce qui compte, c'est toujours ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre camp, et on ne réfléchit uniquement à partir de ce qui est bon pour notre camp. Tu vois, il a cassé cette espèce de neutralité qu'on a souvent même, et surtout dans la pensée blanche moderne, etc., tu vois, cette neutralité selon laquelle, mais finalement, on doit regarder les choses de façon plus neutre. Est-ce que tu voudrais pas, comment dire, qu'est-ce que tu penses si on te faisait la même chose? Il faut toujours avoir cette espèce de réversibilité des positions, se mettre à la place d'autrui. C'est quelque chose dont, comment dire, Lénine s'est complètement débarrassé en disant, à chaque fois que tu considères une situation, tu la considères exclusivement par rapport aux intérêts de ta propre classe. Et ça, pour moi, c'est un enseignement assez simple, mais un enseignement que parfois on a oublié dans la réflexion sur la tradition radicale noire. Je te prends l'exemple le plus fondamental. L'inventeur du concept de tradition radicale noire, c'est Cedric Robinson, qui a écrit le livre Black Marxism, voilà, un grand classique. Mais il a apposé une espèce d'idée dans cette tradition radicale noire qui est que c'est antithétique à la violence, que dans l'histoire des révoltes noires, c'est quelque chose qui était complètement en dehors de notre champ de possibilités, que c'était absolument exceptionnel et qu'on avait toujours eu une préférence à l'autodestruction par rapport à l'attaque contre notre adversaire. Ce qui est sans doute une tendance, mais le problème, c'est que quand on a des exemples tout à fait sidérants de l'inverse, par exemple, comment dire, le moment dessalinien, si j'ose dire, de la révolution haïtienne, voilà, avec des massacres que l'on connaît, avec des moments de brutalité, mais avec, pour le coup, une victoire. Et une victoire qui a eu des revers, une victoire qui était quand même, mais une véritable victoire. Et là, pour le coup, un exemple de révolution au sens multifactoriel du terme, comme tu l'as dit, c'est-à-dire une révolution économique, une révolution politique, une révolution sociale, une révolution ontologique, une révolution du sens de l'être humain, bref, une transformation de l'être. On pourra en discuter justement. Non, mais je te coupe 2 2 secondes. secondes par rapport à Dessalines, je regarde ça par rapport Par rapport au mode plantationnaire. il n'a pas voulu réformer complètement, enfin révolutionner justement complètement le mode de. C'est peut-être ça qui a causé du. Ouais, mais ça, Bah, ouais, ça je suis d'accord avec toi, mais c'est un héritage déjà de Toussaint Louverture. C'est Toussaint Louverture qui était vraiment son maître, son maître à penser, qui a, comment dire, voilà, cette semaine de 6 jours de travail, 12 heures par jour. C'était raide, quoi. Je veux dire, c'était plus l'esclavage, mais bon, ça avait un peu comme l'arrière-goût de l'esclavage, quoi. Le truc n'est pas, hein. Bon. Et Dessalines a malheureusement poursuivi un petit peu les choses, mais, comment dire, avec l'indépendance, avec une nouvelle constitution, etc., malgré tout, ça change quelque chose. On va dire que c'est un coup d'épée dans l'eau et ça reste une espèce de marque indélébile sur notre histoire. Mais voilà, Cedric Robinson dit Dessalines, comme beaucoup de gens, comme C.L.R. James aussi, Dessalines c'est un dingue, c'est une espèce de débile, c'est une espèce d'analphabète brute, presque une espèce d'animalisation des figures de notre histoire qui se trouvent avoir gagné des guerres, avoir remporté des révolutions et qu'on considère comme des moins que rien, simplement parce qu'ils avaient un petit peu trop de sang sur leur baïonnette ou sur leur épée. Et donc, aussi, le fait de réinvestir les lignes, c'est peut-être une manière, de prolonger ça ou comment dire, aussi un peu presque de façon, comment dire, de prendre une figure un petit peu aussi plus, comment dire, mainstream ou en tout cas bien connue pour
essayer de montrer que parfois la révolution, c'est intéressant quand même. La révolution d'octobre 17 en Russie, c'est quand même quelque chose qui est censé être un truc un petit peu intéressant. Voilà, j'allais pas aller chercher Robespierre, etc. C'est quand même un peu trop clicheton, mais ouais, c'est des figures comme ça. Moi, Lénine, Dessalines ou même, vous voyez, même mettons Robespierre, les figures de révolutionnaires qui ont réussi sont dans tous les cas, quel que soit, et on pourrait prendre le président Mao, on pourrait prendre Ho Chi Minh, etc., dans des traditions plus tiers-mondistes ou anticoloniales, mais toutes les figures de révolutionnaires qui ont réussi m'intéressent. J'aime gagner. Mais bien sûr, comment dire, Dessalines a une place plus éminente probablement dans mon panthéon. Mais voilà, il y a un enjeu pour moi voilà, qui va bien au-delà du terme du technofascisme, etc. Mais il y a un enjeu pour moi de réconcilier cette question de la tradition radicale noire avec cette question de la révolution sous toutes ses formes, y compris la question de la violence, y compris la question de la transformation sociale radicale, etc. Que voilà, on cesse de simplement associer cette pensée à des espèces de hippies, fumeurs de joints, etc. C'est pas du tout la vibe que j'ai envie d'amener. Donc la question à peu près, si je la résume, c'était à peu près, est-ce qu'avec la blanchité, on peut mener des révolutions? Ouais, est-ce qu'on doit partir de nos paradigmes ou on doit se baser ou s'appuyer sur des paradigmes autres? Que l'exemple de la révolution haïtienne est très intéressant parce qu'effectivement, c'est une révolution victorieuse, si ce n'est pas la seule hein, de cette ampleur et surtout dans des conditions d'oppression extrême, parce qu'il n'y a même pas de mot inventé pour parler du genre d'oppression qui s'applique dans la plantation. C'est-à-dire, il faudrait inventer des mots. C'est-à-dire, les gens ne réalisent pas le degré d'horreur. Mais pour moi, c'est très intéressant parce que si on prend notamment, et je suis content d'écouter ce qui a été dit par Norman, parce qu'effectivement, parce que moi, je lis pas tout. Par exemple, je lirai pas Lénine et tout, et je suis très content de t'entendre parler, etc. Parce que moi, il y a des choses, c'est pas Lénine, hein. Lénine, j'ai rien contre lui. C'est-à-dire que j'aime pas m'enfoncer j'aime plutôt comprendre comment ça marche plutôt que de rentrer dans les détails, mais j'adore toujours entendre ces choses-là, mais je m'expliquerai. Je suis d'accord, il y a un truc avec les grands noms, etc. C'est quelque chose d'un peu agaçant. Et surtout dans notre condition, parce qu'il y a quelque chose aussi à trop rentrer dans leur truc, il y a quelque chose d'aliénant. Et c'est ça que je redoute. C'est pas tant, mais ceci étant, il est bon d'entendre. Donc j'aime bien quand tu vulgarises certaines choses. Tu vois, quand je dis vulgariser, c'est-à-dire quand t'entends pas, ça me permet. Je savais pas hier, je suis obligé de te croire sur parole parce que peut-être tu dis n'importe quoi sur les livres, mais ça me donne un parfum, tu vois. Je me dis ah ouais quand même, tu vois, etc. Parce que moi j'irais pas lire les livres par exemple, tu vois. Mais pour la question de la blanchité, est-ce qu'on peut faire la révolution ou pas à partir de ces cadres, même si j'ai compris la question, est-ce qu'il vaut mieux rentrer dans nos paradigmes ou pas, mais je trouve ça un peu trop binaire. Mais par contre, la révolution haïtienne, quand on regarde tout ça en ouverture, etc., c'est quelqu'un qui a été très axé, et logiquement, par rapport à ce que tu viens de dire sur peut-être pourquoi les Black Panthers ont pris le marxisme, c'est pas tant parce que le marxisme c'est génial, c'est quand t'as pas autre chose, tu prends ça, le maoïsme, etc., parce qu'on n'a aucun repère lié à notre africanité, qui ont été, pour ainsi dire, génocidés culturellement, comme le disait Césaire, etc. Et quand on prend les Toussaint et Dessalines, ils étaient vraiment à l'écoute de ce qui se passait à la Révolution française. Il y a eu quand même une histoire de calque par rapport à leur manière d'établir leur déclaration, même si elle était, comment dire, à un niveau au-dessus de celle de la Déclaration française, mais il y avait quand même une espèce d'effet miroir. Parce que, et c'est pas un effet miroir parce que les Noirs ne peuvent rien inventer, c'est parce qu'il faut bien comprendre ce qu'est le pouvoir blanc. C'est-à-dire, c'est un pouvoir pour pouvoir se vivre intelligent, il faut que le Noir, son antithèse, soit bête. Il faut que, comment dire, tout soit négatif chez le Noir pour que le Blanc soit positif. Donc, à un moment, même nos repères, il n'y en a pas. Donc, la révolution, elle réussit. Et pour moi, c'est la montre le fait de révéler une intelligence au-dessus de tout, parce qu'avec rien, tu arrives à te débrouiller, même avec les armes de l'ennemi, et les retourner contre lui. Mais en-delà de cela, c'est triste, parce que ça veut bien dire que tu ne peux pas voir le monde autrement qu'à travers ses yeux pour réussir à te libérer. Et là, on est dans quelque chose d'absolument cruel de ce que peut représenter le pouvoir blanc. Parce que les gens ne réalisent pas, je pense, c'est quoi le pouvoir blanc et c'est quoi l'identité blanche, et pas transposition, c'est quoi l'identité noire? Je redis, l'identité noire, nous ne sommes pas noirs, les blancs ne sont pas blancs, c'est-à-dire il suffit de regarder objectivement, mais ce sont des espèces d'identités métaphysiques
En fait, c'est un peu je crois que c'est Jaurès qui avait dit ça. Si tu peux pas changer le monde, tu changes les mots. Et à partir de là, ça a un impact sur la réalité. Et voilà pourquoi nous sommes noirs, etc. Et donc, oui, on pourrait croire, comme on peut croire que le marxisme apporte quelque chose à la révolution, mais ça apporte rien. Ça nous lie, comme Dessalines a pu se libérer, Dessalines et Toussaint Louverture ont pu apporter la libération haïtienne par rapport à des paradigmes blancs, mais par défaut, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et donc, on n'a même pas l'opportunité de savoir qu'est-ce que ça aurait pu donner par rapport à notre propre paradigme. On a juste notre courage et les armes de l'ennemi pour pouvoir se libérer, et les armes idéologiques. Et parce que la plantation, c'est exactement ça. Tu es coupé de tout. En fait, tu apprends à vivre normalement dans la folie du maître, du blanc. Et c'est ça le drame. C'est-à-dire qu'on est... Et je pourrais reparler de ça, mais ça me ramène à parler du capitalisme. Parce que pour moi, le capitalisme, j'arrive pas à le voir comme une pensée rationnelle. Et pourquoi je dis ça? C'est pas pour un effet de style. C'est que pour moi, le capitalisme, quand je regarde, et j'aimerais bien qu'on m'éclaire là-dessus, comment l'esclavage s'est produit, parce que là, j'ai des choses à dire. On prétend que la race est inventée, ou en tout cas, c'est le truc le plus répandu avec la colonisation. Sauf qu'il s'avère que la race existait auparavant en Europe, avant la colonisation, sous la forme de ce qu'on peut appeler, ou en tout cas ce que j'aime appeler la race sociale et la race confessionnelle. La race confessionnelle, c'est un peu plus admis puisqu'il y a la pureté de sang qui qui est en tout cas juridicisée pour la première fois à Tolède en 1449. Et donc Tolède, c'est en Castille, donc l'équivalent de l'Espagne, etc. 1449. Mais le problème et l'arnaque pour moi, c'est que les gens, ou en tout cas le discours officiel nous présente donc la pureté de sang qui a été juridicisée à Tolède en 1449, comme beaucoup de gens présentent ça comme le début, l'invention de la race. Or, vous m'avez compris, le truc de mettre ça dans la loi, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, en plus, j'avais répété. Et donc, c'est présenté comme ça. Sauf que c'est comme si tu prends une île. Une île n'existe pas à partir du moment où elle est close hors de l'eau. Il y a tout un moment de gestation sous-marine qui échappe au regard de l'être humain. Mais les poissons qui vivent en dessous, ils savent que l'île, elle a commencé à exister depuis longtemps. Et c'est pas le jour où la loi est juridicisée que la race apparaît. Ça veut dire que les usages sont entérinés dans la loi, mais qu'elle existait avant. Donc, la race existe avant 1449. Et ceux qui ont véhiculé la race, ce n'est pas au niveau religieux. C'est les nobles, ce qu'on appelle la noblesse de sang, etc. Donc, en gros, ça remet plein de trucs en cause. Parce qu'on prétend, par exemple, tu as le truc courant, vous tapez sur les moteurs de recherche, tu as notamment Boulin Islam, Ismar, qui a écrit son livre, et j'ai rien contre lui, je parle de ça, son livre, je crois, tous les esclavages du monde, bref, un truc, vous cherchez le type, parce que je connais pas comme Lénine, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, il dit dedans, et c'est une tendance très occidentale, et surtout de gauche, ils adorent aller prendre d'ailleurs Eric Williams, pour le citer, un des rares livres que j'ai lu, Capitalisme et esclavage, et pour dire, c'est pas très bien, pour dire, comment il s'appelle, pour dire, comment il dit ça, il dit, la race ne naît pas de... Non, la race procède de l'esclavage, mais ne lui précède pas. Et ça, c'est pas Eric Williams qui le dit, mais il se sert des paroles d'Eric Williams, donc pour se dédouaner de cela. Or, le fait de prouver qu'une race existait avant, sauf qu'elle n'était pas branchée idéologiquement sur la peau, mais sur la pureté de sang, dans quelque chose de totalement abstrait, qui paraît invisible, mais que à partir du moment où la race est branchée sur la peau, elle est devenue visible, et ils font passer cette visibilité par la naissance de la race, ça change tout. Parce que pourquoi ils voulaient faire croire que la race procède de l'esclavage et ne le précède pas, donc elle arriverait après coup pour justifier l'esclavage, mais pas avant? Si tu prouves que la race existait avant, ça prouve que c'est un crime prémédité. Un crime contre l'humanité, ça change tout. Et quand je dis ça change tout, ça veut dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont transposé une façon de penser qui était déjà en Europe. Moi, ma théorie, elle est simple. C'est-à-dire la racialisation des non-blancs, et donc des noirs particulièrement dans la plantation, parce que c'est un régime, pour moi, à part dès l'instant où tu es l'antithèse absolue, mais pas à part comme le truc... de peuple élu, hein. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire c'est une manière de mettre... Il y a deux pôles extrêmes, le pôle hyper supérieur et le pôle hyper inférieur. Donc, voilà. Eh ben, à partir de ce moment-là, j'ai oublié ce que je veux dire, mais il faut bien comprendre que c'est là que j'ai oublié ce que je veux dire, mais c'est là que tout se découpe. Donc, je sais plus ce que je disais, mais c'est pour dire que c'est pas une vision normale, et c'est à partir de ce moment-là où la race se voit qu'ils font passer ça pour la naissance, mais qu'en fait, oh oui, voilà, la déracialisation
des anciens racisés qui étaient en Europe, donc on va dire ce qu'on appelait les nobles, les bourgeois qui étaient des races, mais c'est parce qu'elles ne se voyaient pas au niveau de la peau, mais c'était une racialisation parce que les nobles, pour garder le pouvoir, ils inventaient une narration pour dire que les gens, parce qu'ils n'ont pas le sang pur, ils ne peuvent pas accéder au pouvoir. Donc la race a toujours des fins politiques. Ça a toujours des fins politiques. Et donc, à mon avis, les trucs comme la peste noire, les catastrophes qui sont arrivées à la fin du Moyen-Âge, la guerre de 100 ans, tout ça qu'on complètement affaibli l'Europe, a créé, non pas par intelligence, parce que souvent on croit que les Blancs sont très intelligents. C'est pas leur intelligence qui a amené la colonisation pour moi. C'est l'instinct de survie. Ils voyaient qu'ils crevaient sur place, il fallait des débouchés. Et ils ont créé les débouchés, et ces débouchés ont transposé leur manière de voir le monde, parce que quand on étudie justement les trucs comme les neurosciences, etc., on ne voit pas autrement que ce qu'on a déjà dans la tête. Ils sont arrivés, ils ont appliqué leur manière de voir le monde sur d'autres, et ils l'ont adapté aux nouvelles réalités pigmentaires, et quand ils ont vu le noir, ils ont dit « jackpot ». Quoi, le noir? Nous, tu vois, ils ont dit « jackpot ». Ils ont vu, et là, d'un coup, tout ce qui était abstrait chez eux, du genre le noble, parce qu'il faut comprendre l'antithèse du noble, et le noble, c'est le gentilhomme, c'est le vilain. Et vous avez les preuves de cette racialisation, parce que l'opposé gentil et vilain, ce sont deux opposés, et on croit qu'il y a une étymologie. Mais non, ça vient de cette racialisation. Mais ouais, mais justement. Je pas dire juste deux choses. Il y a des trucs, comment dire, juste sur Paul Arismar, il y a des trucs intéressants chez lui sur le rapport entre l'esclavage antique et l'esclavage moderne. Je trouve qu'il fait des parallèles intéressants. Par ailleurs, c'est parce que souvent on fait comme s'il y avait une espèce de coupure totale entre les deux. Mais il y a des choses chez lui, je trouve, qui sont pas mal sur, comment dire, pour remettre un petit peu en perspective l'esclavage négrier dans l'histoire de l'Europe, mais surtout sur Eric Williams. Et cet argument, et c'est vrai qu'on l'entend encore souvent finalement, cet argument. La rue, la gauche, hein. Bah oui, bah évidemment, parce qu'ils lisent Eric Williams. Eric Williams qui était par ailleurs, et j'ai critiqué C.L.R. James tout à l'heure, je pense à bon droit sur sa vision de la révolution haïtienne, mais cependant, il a dû subir les foudres et la répression de Eric Williams lorsqu'il était président, premier ministre de Trinidad, c'est M. Miller-Sombon, voilà qu'il a censuré. Eric Williams a censuré largement C.L.R. James. Il a aussi réprimé le mouvement du Black Power dans les Caraïbes. Bref, c'était un premier ministre assez médiocre. Enfin bon, en tout cas, en ce qui concerne les questions qu'il nous apporte, il a probablement pas augmenté le PIB, etc. Tant mieux pour lui. Mais aussi, voilà, pour revenir vraiment sur son livre, moi, j'ai toujours été choqué par effectivement le succès de cet argument selon lequel l'esclavage précéderait le racisme. C'est comme bizarre qu'on sélectionne exclusivement des Noirs pour les amener. Les être en esclavage, et après, oh Dieu, j'ai pris que des Noirs et puis ils sont capables que de travailler. Non mais, pardon. On va quand même lui donner un petit crédit parce qu'il dit non, mais ils avaient pris aussi des Irlandais, le fameux truc des esclaves ou des travailleurs forcés irlandais. Et il dit, mais c'est vraiment ces arguments, je m'en suis toujours pas remis. Il dit, le truc, c'est que les Irlandais, ils avaient le droit d'avoir une famille, etc. Ils avaient un certain nombre de droits, ils avaient un peu plus de temps de pause et tout que les Noirs. Mais on s'est quand même vite rendu compte que les Noirs n'étaient plus productifs. Alors, on a considéré que, oui, on va mettre en place l'esclavage, établi et indéterminé des Noirs parce que c'est normal, ils sont plus productifs. Oui, effectivement, s'ils n'ont aucun droit, s'ils n'ont pas le droit d'avoir des familles, s'ils n'ont pas le droit d'avoir des temps de pause, s'ils travaillent plus longtemps, oui, bien sûr qu'ils vont devenir productifs. Mais la question de savoir pourquoi est-ce que des maîtres de plantation offraient des avantages à des Blancs et offraient des désavantages à des personnes visiblement africaines, ça, il ne se pose même pas la question, ça ne lui vient même pas à l'idée, alors que lui-même est censé être d'ascendance africaine. Et c'est comme ça que ce genre de sophisme fonctionne, et on s'arrête à ce type de questions, on ne se pose même pas la question de savoir comment ça se fait qu'il y ait des traitements différenciés pour des travailleurs d'une origine et des travailleurs de l'autre. De fait, si vous choisissez de réduire en esclavage exclusivement les populations noires, c'est les seules qui ont suivi le transbordement, qui ont été, ramenées d'un côté, spécifiquement d'un côté à l'autre, sans avoir commis de faute. Parce que les Irlandais en question étaient des mauvais payeurs. Les Irlandais en question étaient, des criminels, etc. Donc, tout ce qui, traditionnellement, dans l'esclavage antique, constitue une justification pour la mise en esclavage. En ce qui concerne les populations noires, les Blancs ne posaient même pas la question.
Bien sûr, il pouvait y avoir des, comment dire, chefs d'État ou des rois ou des princes africains qui disaient ouais, t'inquiète pas, ces mecs-là, c'est des mauvais payeurs, etc. Au départ, c'est ce qu'ils faisaient. Ils utilisaient les traditions esclavagistes sont des traditions globales en fait. Mais t'as les blancs commençaient à chasser les mecs eux-mêmes, à donner de plus en plus de pognon aux Africains pour qu'ils capturent n'importe qui. Bref, c'est devenu une économie qui n'avait plus besoin de toutes les espèces comment dire, de précautions qui étaient mises en place en Europe pour dire, oh, ben, cet Irlandais-là, il a vraiment commis des crimes terribles, là on va l'envoyer en Amérique, etc. Cet Irlandais-là, il nous doit beaucoup d'argent, donc on saisissait bien et puis on vous l'envoie, etc. Pour les Noirs, on ne se pose même pas la question et on va nous dire que c'est l'esclavage qui a créé la racialisation, alors que dès le départ, ils considéraient les Noirs comme du bétail et ils considéraient les Blancs comme des criminels qu'on va maltraiter pendant 10 ans. Dès le départ, ça n'a rien à voir. Cet argument est un pur sophisme dès la première ligne. Ce que tu expliques aussi avec c'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature. C'est une différence de nature. C'est dès le départ une différence de nature qu'on nous fait passer pour une différence de degré pour nous donner, l'illusion que dans la modernité, vraiment, la racialisation, la déshumanisation des populations africaines, c'est un truc qu'on a vraiment eu du mal à fabriquer. C'est pas du tout quelque chose qui nous vient spontanément. C'est pas du tout quelque chose qui travaille la culture européenne fondamentalement depuis des millénaires. Non, c'est quelque chose qui vient comme ça subitement, sous l'effet de quelques hasards capitalistes. C'est juste une manière de préserver la bonne conscience européenne et, comme disait Franco, qu'on ne voit pas que cette question raciale, elle la travaille en son fond depuis extrêmement longtemps et que c'est vraiment un problème fondamental de cette vision du monde-là. C'est un paradigme comme ça. Et je pense même que la polarité noir-blanc est en arrière-plan en Europe parce qu'on voit des textes connus, hein, j'avais regardé, où en fait on va t'associer le vilain à la couleur noire, mais c'est pas sa peau est noire, c'est le mal, etc. Bon, etc. Mais ce que je voulais dire qui me paraît important par rapport à CLR, déjà, première chose, c'est au-delà de CLR, c'est James. Hein, non, je n'ai pas CLR, c'est Eric Williams, on parle. Pour le tout. Mais CLR James, oui, c'est pour tout ça. C'est Jacobin noir. Et donc, un truc oui, important que tu as dit, mais que moi j'aime dire comme ça, c'est-à-dire que c'est pas possible d'inventer le plat de l'esclavage racial sans son principal ingrédient, la race. C'est juste impossible. Tu peux pas composer une recette et il manque le principal ingrédient et tu prétends qu'ils l'ont justifié après. C'est-à-dire que tu crées un esclavage racial, mais il manque l'ingrédient sans lequel le plat ne peut pas être, tu vois. Donc, dès la première chose. Mais eux, ils essayent de te faire croire que après coup. Et c'est là où tu vois comment on fabrique une bonne conscience à tout l'Occident. C'est-à-dire, non, ils l'ont fait après coup parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a des bénéfices économiques et qu'après coup, comme l'histoire du racisme scientifique, ils prétendent que la race a été inventée qu'au fin du 18e, début du 19e siècle, même milieu du 19e siècle, qu'elle était bien structurée. Mais c'est faux. C'est pareil que la juridicisation à Tolède. Là, je me sens pressé. Je sais que là, je me suis pas adapté. Et c'est pas le moment où la race est théorisée qu'elle existe. Elle existait avant, mais comme elle allait tellement de soi, comme d'ailleurs autant la noblesse, elle allait de soi, elle n'avait pas besoin d'être juridicisée. Elle a été juridicisée à Tolède sans doute parce qu'il y avait du grabuge et que là, maintenant, il faut l'affirmer au niveau institutionnel. Mais tout ce qui est noblesse de sang, il n'y a jamais eu besoin de juridiciser. Tout le monde s'était intériorisé, incorporé par toutes les catégories de la population qui savaient que la noblesse, c'est comme pour nous les Blancs, tu sais, comme on est chaud ici, tu vois. Et ce que je vais dire, c'est que le problème dans Eric Williams, il n'y a rien contre lui, parce que j'entends ce que tu dis, effectivement, ces arguments sont problématiques. Moi, je pense que le problème est ailleurs, c'est quand tu étudies, on est dans les histoires de paradigme, quand tu étudies par exemple l'économie dans un prisme et que tu abordes ton livre par rapport à une vision économique qui est la seule que tu aies, tu ne peux pas arriver à un autre résultat, pour moi, que celui d'Eric Williams, puisqu'on te convainc que l'esclavage a eu lieu pour l'économie, etc. Moi, quand j'étudie la question, j'en viens à autre chose. C'est-à-dire que l'économie, en fait, est un habillage pour rationaliser la folie raciale. C'est-à-dire l'économie permet comme le blanc est supérieur, par la richesse, tu vas prouver ta supériorité. C'est qu'après qu'elle vient. Elle vient pour rationaliser, matérialiser le délire. Mais elle n'est pas le moteur, elle est l'habillage, presque le tableau de bord, etc. Et c'est là où on nous entube, parce qu'en fait, à partir du moment où ils ont réussi à faire disparaître la préhistoire de la race qui se passait en Europe,
ben, si tu enlèves, ben, il reste que l'économie. Alors qu'en fait, dès l'instant où tu rentres, tu vois que l'impulsion, en fait, on peut imaginer que la noblesse, etc., avec l'Europe qui est en train de s'écrabouiller avec les délires peste noire, etc., eh ben, ils peuvent plus asseoir leurs privilèges sur leur propre peuple. Ils ont besoin d'aller leur délire, leur fantasme de trucs, ils ont besoin de l'asseoir sur d'autres peuples. Et pour revenir à Eric Williams, ce qui me paraît important à dire, c'est que c'est pas une histoire de se poser la question ou pas, parce que je pense qu'il a eu des paradigmes et que moi-même, si je regarde dans ces paradigmes-là, je peux arriver aux mêmes conclusions. Mais c'est que l'arnaque, pas d'Eric Williams, mais l'arnaque du carcan dans lequel on nous oblige à voir le monde comme des chevaux avec des œillères, c'est que l'esclavage n'a jamais commencé, l'esclavage négrier, donc l'esclavage racial, n'a jamais commencé avec la mise en valeur des Amériques. Ça commence avec les Portugais en 1441, et donc on ne peut pas justifier la mise en valeur des Amériques. L'Amérique n'est pas encore découverte. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on fait exprès de commencer tardivement pour donner un sens rationnel à la chose. Mais l'esclavage, comme on dit, les premiers Portugais qui prenaient des trucs, c'était pour montrer, afficher leur haut rang, leurs valeurs, etc., etc. Et c'est à ça que leur servaient les esclaves noirs et tout ça. Et donc, c'est ces aspects-là qu'il faut vraiment prendre en compte. Et je terminerai en disant que, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, pour moi, le capitalisme, comment je le vois, c'est que justement, et ça, j'en discute parce que je ne bosse pas comme une vérité. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas, comment dire, donner aux Blancs, étant donné la cruauté qu'ils incarnent, je parle du pouvoir blanc, leur donner le prétexte ou la caution d'une rationalité. Et donc, le capitalisme, pour moi, il y a à la base, tu as le système féodal où ils exploitent leur peuple, parce que même leur histoire de servage qui vise à faire croire que l'esclavage était fini, même pour moi, ça se discute. Et tu avais donné un truc d'ailleurs pas par rapport à ça, mais c'est-à-dire que j'ai du mal avec, comme l'histoire, oui, que des Noirs, c'est-à-dire parler des Noirs qui ont participé à l'esclavage, c'est très compliqué parce qu'il faut expliquer tout le processus. Comment ça démarre à partir des Portugais, comment on enferme les gens dans un non-choix, qui ceci, qui cela, etc. Et donc, l'histoire, oui, j'ai un autre point. C'est l'ancêtre de l'enfermement actuel des États africains dans le latin. Exactement. Et il y a un point que je vous donne là comme ça, parce que j'ai plein de trucs qui viennent comme ça, comme un feu d'artifice dans ma tête. Et je vous dis, là, je ne suis pas tout seul. Là, je ne suis pas tout seul. Écoute, il y a un truc important que vous tapez comme ça. Il y a un truc qui s'appelle terra nullius. Le mot, il est délicieux. Tu vois? Terra nullius. Et ben, quand j'ai vu ce truc-là, c'est un truc des papes, là, au même temps qu'ils faisaient leur bulle papale pour justifier l'esclavage racial et tout ce qui s'ensuit. C'est un truc qui dit qu'une terre où il n'y a pas de chrétiens dedans, elle est considérée comme vierge. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention aux sources des Blancs. Pardon, hein, si vous croyez que c'est le racisme qui parle. Non, il faut faire attention aux sources des Blancs. Parce que ça veut dire, ça remet en cause, quand ils découvrent Sao Tomé, ils disent que c'est l'île déserte. Mais quand tu vois ça à travers la terra nullius, ces gens-là, ils sont conditionnés par leur visage. Si c'est une terre qui n'a pas de chrétiens, ils peuvent dire que c'est une terre où il n'y avait personne. Ça veut dire leur mal. Et pourtant, ils y croient au moment où ils le vivent. Et donc, vous cherchez terra nullius, vous verrez c'est quoi. C'est une terre qui, si les bulles papales disaient que s'il n'y a pas de chrétiens dedans, la terre est considérée comme vierge. Ça remet en cause le fait qu'ils arrivent dans des terres en Afrique. Et peut-être il n'y avait personne, mais peut-être c'est des grosses conneries qu'ils racontent. Et donc, c'est pareil quand ils racontent leurs trucs pour justifier que oui, mais les Noirs, ils se vendent entre eux. Je ne dis pas que ce n'est pas arrivé. Je dis que dans des contextes qui sont très explicables, etc., je veux dire qu'ils peuvent te raconter ces choses-là pour normaliser leurs crimes, d'autant qu'on sait que, tu l'as dit tout à l'heure, mais pour justifier l'esclavage, il fallait deux trucs. Que quelqu'un consente à renier sa liberté parce qu'il avait des dettes, et je le dis mal, mais c'est à peu près comme ça, vous cherchez. Et l'autre truc, c'est la guerre juste. Donc, si tu peux montrer que tu avais les bonnes raisons de mettre en esclavage quelqu'un, eh ben, ils peuvent te raconter des conneries pour ça. Ça, c'est tout le taf aussi du Professeur Logosa, je sais pas si t'as lu le livre qu'il a sorti et tout, il explique en fait qu'il y a des trois catégories en fait, les sociétés de captifs, les sociétés d'esclaves. Et les sociétés esclavagistes. Ce qu'il y avait en Afrique, c'était des sociétés de captifs, comme il en existait un peu partout à travers le monde en fait. Mais la particularité de Ce qu'a appelé la blanchité. Là, les Arabes l'islam et les Arabes, ont apporté les sociétés esclavagistes, c'était un nouveau. un mode de fonctionnement un peu différent qui n'était pas basé sur la race. Ce qu'ont apporté en revanche les Blancs, c'est des sociétés esclavagistes basées sur la race. Donc c'est un rapport c'est une conception du monde, c'est une conception des rapports de force, une conception du mode productif qui était
inconnue avant ça. Et donc, on justifie souvent en disant que, justement, les Noirs pratiquaient déjà l'esclavagisme, alors que non, De captifs. et faire cette distinction, enfin, en tout cas, lui, il l'a fait, c'est important déjà pour comprendre un peu les mécanismes, quoi. Oui, bah, l'esclavage, de toute façon, si on regarde, comment dire, à travers l'histoire des sociétés depuis l'Antiquité, si vous prenez n'importe quelle des grandes civilisations qu'on nous enseigne à l'école, que ce soit la Grèce, la Rome, Chine, Japon, etc., vous verrez toujours des sociétés avec esclaves. Le secret, comment dire, la secret tech pour avoir une société prospère, c'était d'avoir des gens qui travaillent gratuitement pour libérer le temps des personnes qui vont créer des grandes œuvres, les grands architectes, etc., etc. Mais le fait de détruire complètement un continent au bénéfice d'un autre et de considérer un ensemble gigantesque de populations comme ne faisant pas partie de l'espèce humaine, ça c'est quelque chose de nouveau. Au même titre que, comme je le rappelle assez souvent, euh, avoir des personnes qui naissent esclaves, des bébés esclaves, ça c'est quelque chose d'absolument nouveau. Dans n'importe quelle autre civilisation, qu'elle soit antique ou médiévale, ça n'avait strictement aucun sens. À quoi peut bien servir un bébé esclave? Est-ce que le bébé esclave va te faire ton café? Est-ce qu'il va couper de la canne à sucre? Est-ce qu'il va ramasser du coton? Non, ça n'a strictement aucun sens. Mais ça signifie, c'est le résultat du fait que le mot nègre et le mot esclave sont devenus synonymes. Comme le disait la Jonquière, comment dire, gouverneur de la Nouvelle-France, l'un des premiers gouverneurs de la Nouvelle-France, le nègre est esclave quelque part qu'il se trouve. Ça signifie que on ne devient pas esclave, mais le noir qui est quelque part, comment dire, au Congo, etc., il est déjà esclave et c'est un esclave en puissance. Simplement, il n'a pas encore été ramassé par la couronne pour servir ses intérêts quelque part dans les Amériques. Mais ça devient véritablement, cette condition d'esclavage, ça devient véritablement quelque chose qui participe de la nature ou de l'essence même de l'Africain subsaharien. Et c'est quelque chose, voilà, qui est absolument unique. Donc, il y a plein d'éléments et parfois on a du mal à faire comprendre ça, à la fois, comment dire, la banalité à travers l'histoire de ce mode de production, même si je pense que ça va au-delà d'un mode de production, mais de ce rapport social, disons, particulier qu'est l'esclavage, que c'est extrêmement banal et que en même temps, l'esclavagisme négrier a énormément d'éléments qui lui sont bien particuliers et qui, au même titre, pour utiliser une petite blague, comment dire, qui vient de Bernanos, qui est un écrivain français très à droite, disons, catholique. Il a dit, après la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Ce que je trouve assez drôle de se dire. Il y allait tellement fort que c'est devenu plus trop possible d'être antisémite. Eh ben, comment dire, je dirais que l'esclavage européen dans les Amériques a déshonoré l'esclavage. Comme auparavant, avoir des esclaves, c'était logique finalement. C'est comme avoir des employés aujourd'hui, quoi. Mais les Américains notamment, mais aussi les Anglais, les Français, les Espagnols, les Portugais, les Hollandais, ils sont allés tellement fort qu'on a dit non, c'est bon, c'est terminé. Si vous commencez à jouer aussi durement, il faut changer les règles, c'est plus possible. Et je pense que parce que tout à l'heure, la terra nullius a court-circuité mon truc, mais ça revient à ce que tu dis, mine de rien, même si c'est dans la blague, c'est juste les règles qui ont changé. Mais par exemple, le servage, il y a une application par rapport, je pense, à la race, tu sais, à délimiter la chose de telle manière, oui, ça ressemble à l'esclavage, mais c'est pas de l'esclavage, c'est le cerf, c'est un truc particulier. Alors que tu prends le latin, l'étymologie, etc. Et l'esclave, c'est servus, ou je sais pas comment ils disent, ça veut dire, et tu prends même le truc de maître, c'est les mêmes termes qu'ils utilisent dans cette dénomination-là, avec un non-respect pour les gens. Il faut savoir, hein, c'est quoi le vilain? Le vilain, c'est le paysan. C'est-à-dire, il y a et le paysan, c'est l'extrême majorité de la population, en fait. Et donc, il y a un mépris viscéral pour le bas peuple qui lui est prêté par l'élite, qui est les nobles. Et je l'ai dit, les nobles, c'est les gentilshommes. Et donc, tu as le système féodal. Et donc, avec la colonisation, il y a comme une mutation qui s'opère parce que la race, justement, l'arnaque qu'on fait, c'est qu'on fait croire que la race, c'est fixe et qu'elle a été toujours sur la couleur de peau. Or non, il y avait cette pureté de sang, etc., etc. Elle était plus abstraite, etc. Et donc, elle passe. Et pour moi, le capitalisme, c'est quelque chose qui naît à partir du moment c'est-à-dire, c'est
en même temps que la race, on va dire, se mute des sociales à ce que j'appelle ethnobiologique. Pourquoi je dis pas biologique? Parce que, par exemple, on peut dire chat noir et le chat, c'est biologie aussi, tu vois? Donc j'aime bien dire ethnobiologique pour qu'on comprenne bien que quand on a nommé l'homme, la femme et l'enfant noir, ce sont bien des êtres humains qui ont été désignés comme ça. Mais donc les choses, il y a une mutation qui s'opère, donc on va dire la race sociale et confessionnelle devient une race ethnobiologique et donc progressivement, il y a déracialisation du côté de l'Europe. Au fur et à mesure que se racialise, jusqu'à ce que ça se racialise totalement, il n'y a plus besoin de racialiser ici. Et donc les races sont devenues des classes. C'est ça les classes d'aujourd'hui. Donc c'est le truc allégé. C'est comme si tu as Coca Light et Coca-Coca, tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour moi, le capitalisme, ce n'est que un peu comme quand l'autre il dit, je sais pas, c'est Lénine d'ailleurs, je pense que c'est lui, mais tu vas me dire, quand il dit le stade le plus ultime du capitalisme, c'est l'impérialisme, etc. Eh ben, on va dire le stade le plus ultime du féodalisme, c'est le capitalisme. C'est quand la violence, en fait, pour moi, c'est lié au fait que avant ils racisaient le même, c'est-à-dire les blancs entre eux, etc. Et même quand tu avais les trucs confessionnels avec les musulmans et les juifs qui étaient forcés de se convertir, à partir du moment où ils se sont convertis, parce que la nation, c'était pas comme maintenant avec les nationalités, c'était le christianisme. Donc, ils sont dans le même, tu vois. Mais maintenant, ils créent un différent grâce à la colonisation et la couleur de peau et tout ce qui s'ensuit. Et à ce moment-là, quand tu te reconnais plus, tu sais, il y avait encore des freins psychologiques à la violence, il y avait des notions de cruauté qui pouvaient pas être exprimées parce que, on va dire, le noble, il se reconnaît quand même dans le vilain. Il est mal habillé, mais voilà. Tandis que dès qu'il crée le différent en voyant les non-blancs en général et le noir en particulier, là, la violence, c'est open bar. Et donc le capitalisme, pour moi, c'est que une c'est intrinsèque à la pensée européenne, en fait. C'est ça que je veux dire. On est sur ça. Est-ce que le fascisme, c'est pas. On voit que c'est récurrent, on voit que ça c'est déjà arrivé dans les années 30, on voit que ça. C'est en train de se reproduire aujourd'hui. Est-ce que c'est pas cyclique? Et est-ce que c'est pas lié à la pensée, comme tu viens de dire, Franco, à la pensée fondamentale de gauche, à cette dichotomie, cette opposition de bien-mal? Est-ce que c'est pas ancré dans leur paradigme, tu vois ce que je veux dire? Avec le chat et la souris de la gauche, la droite qui alterne, enfin, dès qu'il y a le fascisme, t'as la contre-offensive marxiste ou je sais pas, des gauchistes et tout qui vient s'opposer et tout. Mais est-ce que c'est pas des cycles, est-ce qu'on n'est pas, comment dire, condamnés, nous, à voir ce cycle, peut-être à le vivre, vu qu'on vit aussi en Europe et en Occident et tout, mais à voir ce truc infiniment, tant que, encore une fois, les bases de paradis n'est pas reposées, et en l'occurrence posées par nous, quoi. Moi, c'est ça ma question, tu vois, toutes les conneries de destinée manifeste et tout, tu vois, BNL, tous les technofascistes et tout, tout ça, les Elon Musk, on a grandi en Afrique du Sud, ils ont tous ce rapport, tu vois, à la passe, à la suprématie raciale, à ce truc qui est ancré en eux, je pense que je veux dire. Donc, Maintenant, totalement, totalement. Et même dans le livre sur le technofascisme, je vais jusqu'à avoir une proposition un petit peu provocante, mais qui est que tout ça, que ce technofascisme en particulier, mais je pense qu'on pourrait probablement l'étendre, il est lié avec ce qu'on considère très souvent comme étant le plus grand antidote occidental contre le fascisme, c'est-à-dire les Lumières. Mais dans les Lumières, il y a un ingrédient fondamental du technofascisme aujourd'hui, c'est ce que j'appelle une humanité à deux vitesses. C'est-à-dire l'idée selon laquelle il y a une répartition inégalitaire des parts d'avenir. Il y a une partie de la population, et en l'espèce, ce sont bien entendu les Occidentaux, qui se voient offrir un futur, qui portent en eux-mêmes les germes de la projection vers l'avenir. C'est eux qui vont bénéficier des technologies, c'est eux qui vont, participer à l'avènement des nouveaux, des nouvelles inventions scientifiques et technoscientifiques, etc. ça, c'est petite élite. C'est pour même eux, ils projettent, tu vois, les projets quand c'était la Silicon Valley, non, la Silicon Valley, enfin tous les gens qui bossent dans l'automobile, Il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir aller sur Mars. c'est de plus avoir d'enfants quand même, toi, il y a tout ce truc de Bien sûr, pour vivre 1000 ans. vivre en millions, et même pour les blancs, c'est-à-dire les Américains, ils les considèrent comme des outils pour arriver à ce stade ultime, tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour dire que les Noirs, on n'existe même pas dans l'équation, quoi. Oui, non, mais comme d'attitude, on est les plus absolus et les plus absolus d'échecs, quoi. Donc voilà, il y a cette partie de l'humanité qui est la seule qui est vouée à un avenir. Il y en a d'autres qui sont soit pris dans une espèce de temps cyclique, soit qui sont, un temps qui va même vers l'arrière, quoi. Finalement, ils sont pas loin de se dire que en Afrique, voire en Amérique latine, le temps se déroule à l'inverse, quoi. On est sans cesse dans une espèce de régression infinie. Mais ça, cette idée d'un temps à plusieurs vitesses, il était déjà présent dans la quasi-totalité des philosophies des Lumières.
ce qu'on appelle aujourd'hui les lumières obscures ou lumières sombres, c'est-à-dire l'idéologie comme ça technofasciste de la Silicon Valley. C'est pas des anti-lumières, c'est juste des lumières accélérées, c'est juste des lumières sous stéroïdes qui vont nous expliquer que l'évolution, c'est plus simplement le progrès des mœurs, mais c'est le transhumanisme qui va permettre de développer une surhumanité avec quasiment des super-pouvoirs, et que les autres ne vont jamais de toute façon rattraper cette possibilité-là. Ils sont voués à exister dans un état végétatif pour l'éternité. Donc, oui, je pense que, comment dire, il y a quelque chose là-dedans qui est d'une certaine façon intrinsèque à ce mode de pensée, comment dire, issu ce que j'appelais dans la limite ou la mort, les citadelles de bonne conscience de l'Occident, quoi. La Renaissance, les Lumières, la démocratie délibérative, tout ça porte cette espèce d'idée en germe. Mais en même temps, juste pour terminer là-dessus, il ne faut pas non plus, comment dire, qu'on soit trop sûr de notre imperméabilité à ce genre de système, car il y a des exemples de régimes menés par des afrodescendants et qui, selon moi, avaient toutes les caractéristiques du fascisme. Je pense par exemple à Duvalier en Haïti. Il y avait énormément de caractéristiques d'un régime fasciste dans ce régime-là. Le fait qu'il soit parti d'une idéologie, au même titre que Mussolini était parti du socialisme révolutionnaire, il était parti, lui, de ce qui s'appelait à l'époque le noirisme, c'est-à-dire un mélange de black power et de négritude, c'est-à-dire vraiment des idéologies qui sont, je pense, chères au cœur de tout le monde qui sont autour de cette table, mais qu'il a modifié de façon à en faire, comment dire, une doctrine très axée sur le pouvoir personnel. Il a aussi créé sa propre milice avec les Tontons Macoutes. Il a été les chercher en prison. Quasiment tous les comment dire, leaders fascistes européens ont fait la même chose. Le culte de la personnalité, même la stylisation finalement des vêtements avait quelque chose un petit peu d'un style fasciste, etc. Le côté d'occultisme qu'il a amené dans son pouvoir aussi, qui a des rapports un petit peu avec certains éléments comment dire, Himmler, l'occultisme nazi, etc. Après, il y avait plein d'éléments dans sa manière de concevoir le pouvoir qu'à mon avis, il avait appris du fascisme. Donc, le truc, c'est que je pense qu'il y a, comme, au même titre d'ailleurs que toutes les idéologies politiques proprement modernes, on va dire, elles ont leur souche dans l'Occident, mais en même temps, c'est pas pour ça que nous, on est immunisés à l'usage comment dire, de ces trucs. Et d'ailleurs, parfois, comment dire, pour lui, il l'a très bien utilisé, puisque à l'époque, comment dire, les régimes en Haïti, ils duraient pas 6 mois, et lui, il a duré très très longtemps, tellement c'était un bon fasciste, si j'ose dire. Bon, Moi, je rejoins ce que tu dis, mais pour moi, c'est comme quand on va dire, par exemple, je dis les Noirs non, pour qu'on se comprenne, mais on comprend que le terme, il est politiquement problématique, mais moi, j'aime l'assumer parce qu'il rappelle qu'on est en guerre. Donc, comme ça, on sait où on se situe, n'est-ce pas? Mais moi, je te rejoins avec c'est Duvalier, hein. ouais, Duvalier, ouais. Et j'entends parfaitement ce que tu dis, sauf que c'est comme quand on dit les Noirs se vendent entre eux sans expliquer le processus. Or, Duvalier, pour moi, c'est logique qu'on en arrive à ce genre de truc-là, parce qu'avant ça, tu as tout comment dire, une espèce de reprogrammation. L'esclavage, c'est quoi? C'est un véritable laboratoire de reprogrammation mentale. Et tu as des gens qui sortent de là-dedans, et pourquoi? Pour penser quoi? Et c'est ce qu'on parle quand on parle de concept de moi blanchi, qui revient au truc de Fanon, hein, et de Frantz Fanon. Je dis Fanon comme si, tu vois, hein? Surtout que tu es là. Bon, bah non, c'est on parle. Et donc, on parle de moi blanchi et moi authentique. Et le moi authentique, il y a un concept simple. C'est-à-dire, dans la plantation, tu ne peux pas survivre sans collaborer avec ton moi blanche. C'est-à-dire, après, c'est une histoire de degrés plus ou moins intense. Mais c'est impossible parce que tu es dans la folie de l'ennemi. La plantation, c'est un peu, c'est Empire, le film Psychose, mais en 10 000 fois, si c'est pas 1 milliard fois pire. C'est le cela Duvalier sortait de l'occupation américaine et tout, donc ils étaient vraiment plein dans. Et donc, tu as des gens qui, quand ils sortent pour diriger, et je défie n'importe quel noir à l'heure actuelle, tu sors avec comment dire, un logiciel qui n'est pas le tien. Tu crois que tu réfléchis. Pour toi, c'est ce que j'appelle ton GPS mental, il est connecté au satellite institutionnel blanco-centré. Pourquoi? Parce que depuis la plantation, tu as appris, tes réflexes de survie ont appris que tout ce qui te rappelait, ce qu'il appelle le noirisme, là, tout ce qui te rappelle, ça t'emmène à la mort, et tout ce qui est blanc, ça t'emmène à la vie. Donc, quand tu as et c'est l'histoire des souris dans les cages de trucs. Quand ils comprennent qu'ils ont du sucre, appelle manette, ils vont appuyer sur là. Et quand là, il y a une décharge électrique, pourquoi ils vont encore appuyer sur la décharge électrique? Et donc, nous, Noirs,
et moi y compris, je rentre dedans. C'est pas parce que je parle là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un travail de recolonisation de notre propre être, c'est mort. On l'est programmé. Et je pense d'ailleurs, j'ai lu un article où je voyais que les Macron, tout ça, ils vantent les mérites de la diaspora qui sauvera l'Afrique. Et s'ils font ça, c'est qu'ils savent déjà qu'ils l'ont reprogrammé, cette diaspora, puisqu'on va dans leurs écoles. Et ils savent très bien que quand on va retourner, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, finalement, on va faire du blanc, du pôle noir masque blanc, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il faut comprendre, il y a un vrai travail de décolonisation et de recolonisation de nos êtres. Parce que, en fait, ce que tu expliques de Duvalier, pour moi, ce n'est pas la preuve de notre imperméabilité et de notre non-imperméabilité. C'est la preuve qu'il faut retourner dans nos paradigmes, sinon on pourra commettre que des conneries comme ça. Et ce qu'a dit Alan tout à l'heure, et je rajouterai un truc par rapport au livre du professeur Logosa, d'ailleurs que j'invite tout le monde à lire, mais je n'ai pas le titre, parce que c'est vraiment une autre perspective, c'est que toute société africaine, mais je dirais afro, puisqu'à l'époque, il n'y a pas encore de diaspora. Donc, africaine, le mot, c'est compliqué puisque c'est même pas nous, mais on se comprend, ne pouvait pas être esclavagiste parce qu'au niveau du paradigme qui est animisme, etc., il y avait, c'est toi, Alan, qui m'avait envoyé ça par rapport je crois que c'est un philosophe qui s'appelle Godard, j'ai retenu quel nom, puisqu'il y a Ton directeur de... De thèse, ouais. et qui t'explique que. Qui t'explique, parce que moi, c'est ce que j'ai retenu. J'ai peut-être retenu ce qui m'arrange, et peut-être qu'il a dit autre chose qui ne m'arrange pas, tu vois. Mais dans ce qui m'arrange et ce que j'ai retenu, en tout cas, c'est qu'il t'explique qu'au niveau. Que la notion du naturalisme occidental, sur quoi se fonde, je pense, le capitalisme, etc., qui n'a pas découpe le monde. C'est-à-dire, le monde, on va dire, il s'intéresse à ce qu'il voit, en quelque sorte, tu vois. Et en fait, il n'y a pas la notion du monde invisible qui apparaît tout de suite. Et donc, il y a une différenciation entre physique et métaphysique et tout ça, tu vois. Alors que tu prends les ontologies animistes, il n'y a pas de séparation, il y a qu'une. C'est même pas une continuité, c'est un tout. Il n'y a même pas d'idée de continuité, etc. Et donc, on le voit quand les Blancs ont vu les Noirs, là, ils ont vu les Noirs qui, avant de couper un arbre, ils prient, ils disent, ils voient Dieu dedans, tu sais, tellement ils comprennent pas Dieu. Mais bon, ils croient, ils comprennent. Donc, je me moque pas. Allez dans votre christianisme, allez dans tout ce que vous voulez, tu vois. C'est pas le problème. Mais quand ils voyaient les Noirs, pour eux, c'était des sauvages parce qu'ils prient devant l'arbre, tu vois. Alors qu'en fait, c'est une marque de respect parce qu'ils ont conscience qu'il y a un être vivant devant et que tu vas prier parce que tu vas lui demander tu vas lui expliquer que tu prends les corps parce que tu as besoin de faire des médicaments, que c'est pas pour justement capitaliser comme le capitalisme et que c'est vraiment parce que c'est nécessaire, tu vois. Et donc, quand tu rentres ça dans ta tête, tu peux pas être dans la surconsommation. Tu as quelque chose de très harmonieux, qui consomme par rapport à tes besoins et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Et donc, quand tu as cet esprit-là, tu es capable de respecter l'arbre. La moindre pousse d'herbe qui va pousser avant de la couper, tu vas prier pour respecter le fait que tu vas lui enlever la vie, etc., etc. Comment tu peux altériser un individu? Et il est clair que ce qui est expliqué, et ça j'invite tout le monde, parce que moi mon but, c'est pas de cracher sur le christianisme, l'islam, la judéité ou tout ce qui s'ensuit, c'est pas ça. C'est-à-dire que à partir du moment où on remarque que quand l'esclavage rentre en Afrique, c'est avec l'entrée de l'islam, puis un moment où ça redouble, où ça décuple avec les Occidentaux et le christianisme. Mais avant ça, les sociétés animistes, c'est-à-dire d'un point de vue logique, quand tu regardes le logiciel de pensée, ce n'est pas pensable, et ça on peut regarder, c'est pas histoire de dire les Noirs, c'est logique, une pensée qui respecte même le petit grain de sable ne peut pas altériser racialement un individu. C'est juste, d'un point de vue logique, c'est pas concevable. Et donc voilà, et donc il a fallu d'autres paradigmes rentrent pour que on en arrive à des notions qu'on considère comme normales et maintenant on a l'impression qu'on ne peut pas réfléchir autrement. Mais justement, ces gens-là, pour imposer leur pensée, ont supprimé la pensée des autres parce que s'il y a de cette pensée, ben, ça devient la norme. Et le problème, c'est qu'il y a d'autres manières de réfléchir qui ont été génocidées. Il n'y a pas que nous. Les Amérindiens ont une pensée qui me semble assez proche de celle que je décris comme l'animisme. D'ailleurs, quand on prend les totems, c'est une traduction de leur manière de penser. C'est nous, on doit appeler ça sans doute autrement. Etc. Donc, il y a d'autres manières de penser, mais le problème des Occidentaux, comme ils n'aiment pas la compétition, ils suppriment tous ceux qui peuvent faire de l'ombre à leur pensée. Et maintenant, on croit que cette pensée, c'est la bonne. Et d'ailleurs, je te dis très vite, parce que tu vas peut-être m'aider, c'est que moi, pourquoi, simple, hein, sans rentrer dans, je lis pas Marx, tu vois, je l'ai dit, mais il y a un truc que j'ai l'impression. Pourquoi je parle de pensée capitaliste qui est intrinsèque à la pensée européenne? Pour moi, le marxisme ou le socialisme, etc., c'est des prolongements de cette pensée, des avatars, mais comme Schulcher, plus soft, plus cool, tu vois, plus tranquille. Mais
il faut que tu m'expliques un truc. Tu n'es pas l'avocat du marxisme et je ne te prends pas comme tel, mais peut-être que tu sauras me répondre. Je ne suis pas en train de te dire, toi, tu vas te défendre et tu vas plaider la cause du marxisme et si tu ne réussis pas, je t'envoie au goulag. Tu vois? Non, c'est pas ça. C'est peut-être tu vas m'éclairer. C'est que moi, j'entends les marxistes et du genre, il dit, ou le marxisme, oui, il faut partager les richesses, mais ils partagent entre qui? C'est entre eux. Et les richesses, elles viennent d'où? Est-ce que c'est pas la recette du vol du capitalisme? De quelle richesse ils parlent de ce qu'ils veulent partager et entre qui? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'ils partagent dans leur société, effectivement, une société plus égalitaire, mais chez eux, les Blancs? Ou est-ce que c'est international? C'est quoi? Parce que oui, on a l'impression que c'est international, mais j'ai pas trop l'impression. Et ça me pose problème. Et dans ce cas, pour moi, c'est qu'un prolongement du capitalisme. Parce que ici, on t'apprend que si, même t'as pas volé, mais tu as acheté le truc de quelqu'un qui a volé, tu es coupable de recel. Donc si les richesses que veut partager le marxisme, c'est ceux qui a volé le capitalisme, pour moi, c'est le prolongement du capitalisme, mais sauf. Merci. C'est tout à fait juste. C'est un énorme problème, comment dire, dans l'histoire du marxisme, qui est que dans les pays occidentaux, le marxisme a toujours tourné dans ce sens-là de protection des ouvriers blancs, etc. Et les partis marxistes ont toujours été très hostiles aux voix des travailleurs issus des pays du tiers-monde, des anciennes colonies, etc. Ils ont été très parvenus dans les questions de décolonisation, d'anticolonialisme, de lutte contre les, comment dire, dominations qu'exerçaient internationalement les pays dont ils faisaient partie, etc. Parce qu'ils se rendaient bien compte que cette domination profitait aux travailleurs issus, comment dire, des États-nations dont ils se trouvaient faire partie. Et là, alors qu'ils sont censés avoir une idéologie ou une doctrine internationaliste, ça a quasiment systématiquement été balancé au feu. Empiriquement, comme tu dis, les partis, comment dire, marxistes occidentaux, et d'ailleurs, il y a des théoriciens, je crois que l'expression au départ vient de Lénine justement, ont été très souvent assimilés par des personnes avec qui je suis d'accord à ce qu'on appelle une aristocratie ouvrière. C'est une aristocratie ouvrière par rapport à ce que sont les travailleurs des pays du tiers-monde. C'est eux qui sont le plus exploités, et en plus leur exploitation, voire même leur surexploitation, plus l'exploitation des ressources, c'est-à-dire l'extractivisme, comme on est aujourd'hui, bénéficie essentiellement, non seulement aux capitalistes, mais aussi aux travailleurs des pays du Nord, c'est-à-dire cette aristocratie ouvrière. Et donc, effectivement, empiriquement, par rapport à leur mode de vie, etc., ils n'ont pas trop d'intérêt à ce que cesse cette exploitation-là. Mais ça, c'est une contradiction fondamentale, avec en plus, comment dire, le racisme qui, empiriquement, a souvent quand même gangréné ces partis-là. Comme je disais tout à l'heure, très souvent, il ne fait pas forcément bon d'être noir dans des partis socialistes, des partis marxistes en Occident, quoi. Parce que, comment dire, l'idéologie européenne ne s'arrête pas à la porte de la pensée de gauche, n'est-ce pas? Loin s'en faut. Donc c'est un ramassis de problèmes ce qui concerne l'histoire du mouvement ouvrier, on va dire, européen. C'est très très loin d'être, comment dire, une solution historiquement viable pour nous autres. Ok, moi j'avais Dernière question, c'était justement par rapport à l'article dont je parlais tout à l'heure. une que tu avais écrit là sur Blé du désastre, où je pense que c'est Fabien Douci-Blaga qui dit justement que, un philosophe camerounais, qui dit en gros que ce qui nous caractérise, ce serait justement l'acte fondateur, ce serait justement la colonisation et l'esclavagisme, et L'acte fondateur de la philosophie africaine. mais justement, ce ne serait pas forcément de retourner à des philosophies anciennes, précoloniales, ou des choses comme ça, où on ne pourrait pas forcément le faire, et qu'il faudrait être basé sur l'existant pour construire à partir de là. Toi, je pense que c'est aussi plutôt ta philosophie, dans ton point de vue. Est-ce que du coup, c'est possible d'essayer de tisser un lien avec ce qui existait dans le précolonial et de construire à partir de ça, ou est-ce qu'il faut vraiment une scission et partir de ce qui existe aujourd'hui et construire sur ça? Non, je ne pense pas du tout qu'il y ait une scission. Je pense que tout ça, voilà, c'est un continuum historique. Mais c'est intéressant, effectivement, cette discussion de Fabien Boussi-Boulaga, parce que alors là, pour le coup, c'est vraiment un débat philosophique, et c'est un débat philosophique intéressant, parce que on a tendance à parler des querelles philosophiques entre Rousseau, Voltaire, ou que sais-je, etc. Et on oublie que dans l'histoire de la philosophie africaine, il y a aussi des grandes querelles philosophiques qui sont souvent autrement plus intéressantes et qui rassemblent autrement plus d'acteurs, en fait. C'était une période au milieu du XXe siècle
à peu près au même moment que les décolonisations, que les colonisations en Afrique subsaharienne, qu'il y a eu ces débats autour de ethnophilosophie ou d'autres paradigmes de philosophie africaine. L'ethnophilosophie, c'était un paradigme qui voulait dégager des visions philosophiques à partir des langues africaines, des proverbes, etc. Donc, établir vraiment une continuité dans la pensée, dans les pensées des différentes langues et des différentes ethnies, des différents groupements africains. Et il y a eu d'autres critiques comme ça qui se sont élevées contre ça. Et parmi ces critiques, il y avait celle d'Ebussi Boulaga qui, contrairement à d'autres, parce qu'il y a eu certains penseurs qui voulaient plutôt aller vers une pensée européenne, une pensée comment dire, occidentale. Et, disons, la philosophie, c'est plutôt quelque chose qui a lieu avec la science, etc. Évidemment, qui dit science dit Occident. Ce qui était intéressant chez Ebussi Boulaga, c'est qu'il a refusé cette espèce de scientisme qu'il y avait chez certains philosophes africains, et que pour lui, voilà, comme il le dit, pour nous, la philosophie commence ni avec la stupeur, ni avec l'émerveillement, mais avec ne commence pas, pour nous, la philosophie commence pas avec l'émerveillement, mais elle commence avec la stupeur causée par une défaite totale. Parce que c'est la tradition philosophique européenne, chez Platon, chez Aristote, etc. Ça commence par ce qu'on appelle en grec le taumazein, c'est-à-dire la surprise, l'émerveillement. Voilà, oh là là, on est surpris par la profondeur de nos propres idées, quoi. On est ébloui par la vérité. Et pour Ebussi Boulaga, il dit ça commence par notre confrontation violente avec le colonialisme, l'esclavagisme, etc. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont contre cette idée, qui disent que notre histoire est beaucoup plus profonde que cela, mais pour moi, c'est un bon point de départ, non pas parce que l'on devrait s'humilier, etc., mais bien au contraire, parce qu'on doit bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où nulle part être noir est fondamentalement synonyme avec l'humanité et avec l'égalité. Même dans les pays africains, il y a une espèce de prime négative au fait d'appartenir à cet héritage afro. Il y a quelque chose qui, globalement, depuis cette période-là, depuis la période de l'esclavagisme négrier, puis du partage de l'Afrique noire, a soudé l'être africain avec une espèce de position de déshumanisation. Et ça reste une question aussi bien philosophique que politique fondamentale. Alors, ça ne signifie pas qu'on doit rejeter la période, comment dire, précoloniale, etc., les questions civilisationnelles qui ont été développées par Cheikh Anta Diop et ses nombreux successeurs, qu'on doit rejeter ça ou considérer ça comme sans intérêt. Non, c'est très important, mais c'est aussi pertinent pour nous, si j'ose dire, que peut l'être, comment dire, la physique d'Aristote pour des Européens actuels. C'est un élément de l'histoire, c'est un élément intéressant ou important comment dire, de la culture globale, mais c'est pas ça, c'est pas avec la physique d'Aristote qu'on va envoyer des fusées sur Mars, tu vois. Et au même titre, c'est pas avec, comment dire, les analyses de Cheikh Anta Diop qu'on va construire des sociétés pour aujourd'hui, mais ce sont des fondements, si j'ose dire, ou des éléments culturels très importants dont on doit restituer la dignité. Mais justement, si on doit restituer la dignité, c'est parce que cette dignité a été enlevée. Et tant qu'on ne sera pas restitué nous-mêmes dans cette situation de dignité, qu'on n'aura pas rétabli des souverainetés ou des formes de puissance politique, eh ben, comment dire, on ne pourra pas regarder sereinement ce moment anticolonial. Si on a l'illusion que nous sommes dans une situation d'égalité, qu'on a juste à rétablir de grands royaumes africains, à refaire comment dire, l'empire du Bénin ou que sais-je, on est dans l'illusion, dans une espèce d'illusion de liberté. Et donc, on doit sans cesse finalement naviguer entre, d'une part, cette illusion de liberté et, d'autre part, cette autre illusion qui est l'illusion de notre impuissance totale, qui nous ferait croire qu'effectivement, on n'est pas des êtres humains, qu'on est des êtres sous-humains parce qu'on nous l'a tellement martelé du fait de la neurocolonisation, mais bien entendu, c'est faux. Et donc, on est sans cesse entre cette illusion de toute puissance et cette illusion d'impuissance. Et c'est très difficile, finalement, de garder le cap de la raison entre les deux. Moi, ça me parle beaucoup parce que je crois en cette position, mais je vais dire d'où je parle, ou en tout cas comment je la vois. C'est-à-dire, nous, c'est ce qu'on conceptualise par le marronnage intellectuel. Et c'est vrai que le point de départ pour visualiser le crime, ou plutôt l'état dans lequel on nous a mis, ou l'état de noir dans lequel on nous a enfermés, c'est la plantation. Mais quand je parle de plantation, je parle de colonisation.
dans le monde africain subsaharien. Bien sûr, ça ne veut pas dire que j'exclus les autres, non, mais je parle comment dire, du racisme qui m'a ciblé à travers la fenêtre de la négrophobie, pas à travers la fenêtre du racisme anti-arabe ou anti-asiatique, que sais-je. Et donc, par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que là où je me place et là où on se place aussi dans notre groupe, c'est la manière dont le noir, pour l'appeler comme ça, dans l'état de guerre, autant néocolonial que colonial dans lequel on est, il faut comprendre ce à quoi sert le noir dans un monde de blancs. Si on prend la Seconde Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale pour les Européens, d'ailleurs ils appellent ça mondial, parce que quand c'est mondial, hein. Et donc, ça concerne tout le monde, quoi. Oui, c'est eux, mais c'est nous tous, tu vois ce que je veux dire? Et donc, on est dedans. Et il y a la chair à canon, qu'on a appelée cité arrière sénégalais, c'est une manière de dire des nègres, puisque dans les Sénégalais, il n'y avait pas que des Sénégalais, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est très important parce que là, on est à un degré, euh, comment dire, je vais dire minima parce que j'ai pas d'autre terme, parce que le noir, comment il a été utilisé pour permettre aux blancs d'exister, c'est de la chair à fantasme. C'est pas de la chair à canon, grâce au noir, le blanc a pu réaliser ses fantasmes. Et c'est, à mon avis, quand on reprend le truc là, vous pouvez pas changer le monde, vous changez les mots, on a l'impression que oui, l'Afrique est pauvre dans le sens d'appauvrie par la politique coloniale, etc. Parce que c'est des lois économiques, etc. Mais c'est ce délire, ce fantasme, cette folie qui s'appelle capitalisme, qui en fait, c'est rationalisé par les armes, etc., qui s'exprime là. Et l'Afrique et le monde noir à travers elle ne peut pas sortir de l'état dans lequel le monde blanc l'a mis, parce que le monde blanc, par une espèce de perversion narcissique systémique, a besoin que le noir soit là où il est pour pouvoir être blanc, n'est-ce pas? Donc, pour que l'Europe soit riche, l'Afrique doit être pauvre. Donc, il faut forcément, c'est pas une histoire de rompre avec ce que tu as dit, c'était autour de ça que je voulais dire, mais je me rappelle plus ce que je voulais dire. C'est-à-dire quand on comprend que les choses se passent aussi métaphysiquement que physiquement, il y a une obligation de rompre. C'est pas moi, je le veux parce que je suis un poète et que je veux montrer que je suis radical, nanani, nanana. C'est qu'on comprend comment est constitué le pouvoir blanc et le système blanc. Pour exister, ils ont besoin de nous écraser. Et pour vivre, on doit, quand je dis se séparer, c'est pas au sens la nation de l'islam, etc. Je comprends ce qu'il voulait dire, mais on est dans quelque chose de très binaire. Non, c'est au niveau de la pensée, on doit récupérer quelque chose. On doit mener une guerre décoloniale et récupérer notre être qui, pour l'instant, est la propriété exclusive d'Elon Musk, de Trump, de tout ce qui s'ensuit, etc. Et ça oblige à une rupture. Et ça nous oblige. C'est-à-dire, soit il y a pour moi deux types de noirs dans ce monde. Et les noirs que je préfère sont forcément moins nombreux. Et pourquoi? Parce que soit tout ce qu'on vise et qu'on appelle révolution, c'est avoir une petite place au soleil du capitalisme ou à l'ombre du capitalisme et pouvoir être un peu pépère, bon boulot, t'as vu, j'ai mes diplômes, etc. Soit on veut la révolution pour la dignité, c'est même pas une histoire de récupérer parce que ce serait par rapport au blanc, mais c'est-à-dire pour régénérer ce qu'on a, on nous a empêché, c'est-à-dire que ce que le fantasme du blanc nous a interdit d'être. C'est une reconquête. Non, je n'ai pas utilisé ce truc-là, puisque l'autre, il l'a. Oui. Et donc, je rejoins ce que tu dis. Et je sais que ce que j'allais dire, c'était pas. Ah oui, le marronnage intellectuel dit exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est la plantation, et c'est pour ça que je disais que la plantation, on parle de colonisation, mais comme la plantation, c'est le paroxysme, il vaut mieux partir de la plantation parce qu'on comprend plus vite. Et donc, pour survivre dans la plantation, tu es obligé de penser comme le blanc, mais tuer comme le noir. Vous comprenez? Tu dois comprendre comment ça fonctionne pour ceci, cela. Et donc, on est obligé. Donc, je rejoins ce que c'est dans cela. Je disais que je rejoins ça. C'est-à-dire, on ne pourra plus vivre sans penser blanc pour détruire blanc. N'est-ce pas? Pour me parler de silence. Est-ce que hein? Et donc, on est obligé d'être là-dedans. Mais en même temps, on est obligé de rompre parce que sinon, on est condamné à être la chair à fantasme du blanc. C'est pour ça que le blanc nous a créés, c'est pour ça qu'il nous a fait noirs. Je parle du pouvoir. Cette même élite, il faut bien comprendre c'est quoi le pouvoir blanc. À la base, c'est cette noblesse qui méprisait son peuple. Donc, ça veut dire que les blancs ne le comprennent peut-être pas. Mais c'est parce qu'on est là qu'ils ne souffrent pas. C'est d'une manière systémique. Mais on nous enlève, on enlève les autres non-blancs, on retourne sur eux parce que leur élite les déteste. C'est ce que raconte leur propre histoire. On peut l'étudier en long, en large.
le vilain était détesté, la majorité de la population, et c'est parce qu'il y a racialisation des autres que maintenant, ils peuvent vivre leur truc de classe. Oui, toi, t'es de la gauche, moi, je suis de la droite. Hein? Avec mes petits gestes que tu hein? Mais parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'à la base, c'était eux. Et d'ailleurs, tu prends même dans l'esclavage, c'est quoi? Quand tu avais la plantation, après les Indiens, quand ils ont été génocidés, ce n'est pas les Noirs. Hein. On prend ce qu'ils appellent les engagés, les Blancs, hein? On pouvait kidnapper des enfants, des trucs, et c'est eux qui travaillaient. Votre livre vous méprise. Hein? Mais comme je ne suis pas là pour créer de division, on fait comme si j'ai rien dit. Hein? Et en vérité, voilà, pour nous, si on se centre sur nous, c'est pas que moi je le veux. Oui, c'est pas super. Le cerveau est pas fait pour changer de registre. L'inconscient, c'est ça qui nous dirige majoritairement. Lui, il aime ses petites habitudes, la routine. Tu me suis? Pour vous donner une idée, bon, je vais pas rentrer dedans, ça va être trop long, mais il aime la routine. Donc, bien sûr, retourner dans des paradis qui n'ont rien à voir avec ce qui est là, ça va pas être facile. Mais quand on comprend c'est quoi l'enjeu, donc soit vous voulez votre petite place dans le soleil du capitalisme, soit on arrête d'être la chair à fantasme du plan. Ça y est, c'est vraiment, j'aime le terme perversion narcissique, non pas quand il est utilisé à tirer la règle. Pour nous, ça. Mais quand je parle du pouvoir blanc, je trouve que le terme est parfait. Hein? Eh ben, soit on est condamné avec la chair à fantasme, et c'est pour ça qu'il faut rendre. Donc, je te rejoins qu'au niveau de la facilité, j'oserais dire, c'est pour ainsi dire quasiment impossible. Mais pour la survie de ce qu'ils essaient de détruire en nous, il n'y a pas d'autre ici que de mener la révolution. Pour la survie même de l'humanité. Oui, j'adore cet aspect. Non, mais c'est comme tu as dit la dernière question. Tu sais, c'est exactement ça, oui. Non, mais en fait, t'as raison. est-ce que là, on n'est pas dans une course à, en gros, le technofascisme, la suprématie blanche qui va tout raser, les ressources naturelles, pour arriver à son rêve là de comment ça s'appelle là, singularité, je sais pas quoi là. Est-ce que il n'y a pas une nécessité d'opposer encore une fois une autre vision du monde et une vision du monde justement, je vais te inclusif, mais qui prenne en compte les particularités de chacun et qui prenne en compte les rapports au monde, les rapports ontologiques, les rapports encore une fois cosmogoniques, tout ce que tu veux. Est-ce que c'est pas une nécessité aujourd'hui de se penser par rapport à cette guerre qui nous est faite? Parce que la guerre, elle est là. Et eux, de ce qu'ils votent, c'est nous détruire. Oui, bien sûr, je pense que c'est tout à fait vrai. En plus, d'autant plus, tu as cité la singularité technologique. À mon avis, c'est un mythe, ce truc de, comment dire, l'intelligence artificielle qui va devenir toute puissante et qui va pouvoir s'améliorer elle-même. En tout cas, contrairement à ce que beaucoup disent, on en est très, très, très loin. Mais le problème, c'est que, comme disait Jared Sexton, faites attention aux fantasmes des Blancs parce que demain, ça deviendra des lois. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'exister, la singularité technologique, notre intelligence artificielle comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, ou Terminator, ou Matrix dont on parlait tout à l'heure, ça n'a pas besoin d'exister. Le problème, c'est que beaucoup de milliardaires de la Silicon Valley y croient. Ils agissent exactement comme si c'était le cas. Et en vrai, c'est peut-être ça le véritable danger, en fait. C'est leur croyance, tu vois, leur égrégore, comme on dit en théologie, ça veut dire le fait qu'eux-mêmes fabriquent le Dieu auquel ils croient par leur propre croyance. C'est peut-être plus dangereux que la vérité de cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont prêts à dépenser des ressources absolument gigantesques pour le fabriquer. Ils sont prêts à dépenser des centaines de milliers de litres d'eau par jour, des quantités d'électricité absolument délirantes, c'est-à-dire quand c'est en Chine des quantités de charbon, quand c'est aussi des quantités de lithium, enfin des quantités de métaux rares qui sont prêts. Excuse-moi, je suis obligé de te couper. Ce que tu viens de dire, non, ce que tu viens de dire, c'est ce qu'ils ont fait pour l'esclavage. Oui. Ça veut dire pour asseoir la c'est la même chose qu'ils ont fait. C'est pour pouvoir. Et ils font croire que c'est pour l'économie, mais c'est pour asseoir leur fantasme. Excuse-moi, j'étais obligé. C'est exact. Ça, si on reprend tout ce qu'il a dit, vous transposez ça à l'esclavage, ils ont mis toute la dynamique, les ressources, en faisant croire que c'était au nom de la civilisation, mais c'est pour. D'une certaine façon, parfois je me dis, mais ça peut-être c'est un petit peu du délire, si tu veux. Tu vois, mais ça me fait penser. Parfois, je me dis que tout ça, tu vois, ces mythes sur aussi bien l'intelligence artificielle que la robotique, etc., c'est pour retrouver l'espèce de jouissance qu'ils ont eue à posséder des esclaves. Ils n'ont pas encore trouvé une technologie qui égale le fait d'avoir un esclave. C'est-à-dire quelqu'un qui t'obéit, qui comprend exactement ce que tu démas et qui est capable de faire tout ce que tu veux. Non, mais c'est vrai, ça, t'es pas vite. T'avais même pas vu ça. Mais t'es mal. Mais c'est ça. Putain. Vas-y, excuse-moi.
J'ai l'impression qu'ils essayent de retrouver ce truc-là. Ils sont... Et il lui fera parce qu'il n'y a pas de risque de coupe. Non, mais c'est bien sûr, mais c'est vrai. Sauf si ça devient comme Terminator. Ouais, c'est ça. Ça, ils ont que... C'est que des mises en scène de peur, de révolte d'esclaves à chaque fois, tu vois. Même tu vois, la pilule rouge, c'est un truc de fou. Bon. C'est comme si tu as un point, pas un point final, parce qu'après, mais tu as le truc qui se renouvelle tout le temps et on le voit même pas, c'est sous nos yeux. Quand tu regardes, quand tu réfléchis, parce que c'est un truc sur quoi j'ai pas mal travaillé, les marchés aux esclaves, c'est quasiment l'invention de la société de consommation, comme on le dit maintenant, tu vois, c'est-à-dire que c'était vraiment, tu sais, dans pas mal de films, tu montes des marchés aux esclaves, mal, propres, dégueulasses, etc. Tu as déjà entendu parler de ça. Les gens, ils adoraient aller dans... Ils adoraient aller dans les marchés aux esclaves, c'était leur Disneyland, tu vois, c'est comme aller dans un Apple Store aujourd'hui. C'est vrai, c'est l'Apple, le Darwin. Voilà, c'est ça, tu regardes lui, tu peux choisir des milliers, voilà, et c'est là, on les fait courir, on les fait chanter, danser, etc. Les gens, ils sont ravis. Mais ça me fait penser à sur ça s'appelle le documentaire de Death Are Dreams are called the les références sont pas clairement. À un moment, ils parlent justement de l'esclavagisme et tout, et ils disent que les Noirs ont été de premiers dans le système capitaliste à perdre leur travail et à perdre perdre leur travail, à partir du moment où l'esclavagisme a été arrêté, ils n'avaient plus de raison d'être et tout ça. Et la crainte, en gros, qui est aujourd'hui que les Blancs ont par rapport à l'intelligence artificielle ou tous ces trucs, a déjà été vécue par les Renois. Et donc, les Renois, quelque part, ont déjà cette expérience, et on peut se baser sur ça, tu vois, encore une fois, pour comprendre dans les cas de ces canaux. Là, Et c'est des trucs, tu sais, t'as des trucs qui se passent sous tes yeux, tu fais pas les jonctions, c'est incroyable. Encore une fois, l'expérience noire et c'est comme tu disais, c'est la pierre de Rosette, c'est là par toute, non, la pierre de Rosette, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est en gros, c'est là où tout est testé, tu vois, c'est là où tout a été testé. Ouais, le crash test, le crap. C'est ça. Et en gros, rien qu'à partir de ça, on a des leçons à donner quelque part. Pas des leçons, c'est un peu un gros mot, mais c'est comme d'expérience. Voilà, ça, on a des expériences à partager ou à... Vas-y, Mais parce que là où tu as relancé qui est important, et tu as bien fait de le faire, parce on pourrait avoir l'impression que c'est une histoire de noir et blanc, et qu'en gros, et notre culture est mieux que celle des blancs. Non, c'est une histoire de rapport à la planète et de sauver la planète. On parlait tout à l'heure de Mars, parce qu'on raconte Mars, la science, le progrès, parce qu'ils ont une storytelling qui est magnifique, un marketing qui est magnifique. Mais Mars, c'est quoi? C'est que la poursuite de la colonisation. Ça veut dire que quand ils colonisaient l'Amérique, c'était les caravelles, c'est des vaisseaux. Tu vois ce que je veux dire? Et là, maintenant, ils envoient des vaisseaux et trucs, et c'est que la poursuite de ceci. Et donc, c'est vraiment deux visions du monde différentes, un peu naturalisme et animisme, et effectivement, dans une autre perspective qui est finalement détruite, parce que quand tu as animisme, la plantation, c'est quoi? C'est détruire ce genre de pensée qui contredit un peu cette pensée finalement capitaliste, etc. Et pour, en fait, nous verser dans cette manière de penser qu'on incarne maintenant. Et donc, cette révolution, elle n'est pas que pour nous. Elle est plus importante que ça, parce que je pense que l'animisme, quel qu'il soit, c'est pas que l'animisme africain subsaharien, mais amérindien, et je m'arrêtais là parce que je connais pas les autres, mais il doit y en avoir d'autres, tu vois. Eh ben, c'est pas des gardiens de la planète au sens où la planète a besoin de gardiens, mais c'est des gens qui savent où est leur place, contrairement notamment aux Occidentaux en premier lieu. Je ne dis pas qu'il y a que, mais et je parle du pouvoir occidental qui entraîne tout son peuple dedans, qu'il méprise, soit dit en passant, sans vouloir les diviser. Très important, parce que quand on est pour la paix, on se laisse, etc. Il n'y a pas de raison de les pousser à s'en dessus. Parce que tu vois, après, si vous voulez. Jamais. Donc, tu vois. Et donc c'est au-delà des histoires noir-blanc, c'est comment dire, une perspective, parce que là, c'est la destruction de la planète, et c'est pour ça qu'ils vont sur Mars, etc. C'est parce que dans leur inconscient, leur conscient, ils ont déjà prévu de baiser celle-ci. Et donc, leur but, c'est d'aller faire la même chose ailleurs, et encore ailleurs, et encore ailleurs. Et il semble que retourner dans notre truc, au-delà de nous survivre, c'est, comment dire, avoir le respect pour ce qui nous a donné vie. C'est vraiment une autre vision. Et donc, tout à fait. Il y a un truc, non. Moi, je voulais juste un dernier truc là par rapport à ce que tu dis, Franco. Du coup, face à cette force destructrice qui est manifeste, quoi, elle est puissante et tout, est-ce que, justement, il faut passer par ce marronnage intellectuel, technologique, tout ça, et opposer des forces similaires, ou est-ce qu'il faut vraiment retourner dans nos paradigmes et essayer de construire à partir de ça, en sachant qu'on peut se faire baiser en gros par ces forces puissantes, quoi, ces forces destructrices, hein, truc.
Moi, il y a un truc qui me parle, c'est Cheikh Anta Diop, là, quand il a dit, il y a son livre qui est quoi, le plus connu, c'est le seul que j'ai lu, Nation nègre et culture, t'as capté? Moi, la narration que je me raconte, quand je vois, ça me rappelle deux choses. Terminator, et ça me rappelle, comment il s'appelle, le renversement des stigmates, donc un peu la négritude. Et pourquoi ça me rappelle ça? Parce que quand tu lis le livre de Cheikh Anta Diop, il sait Kémite, et tu sais, Kem, je sais plus comment il définit ça, mais il te montre le noir, et c'est comme ça qu'on s'appelait, truc, machin, machin. Mais pourtant, il appelle le livre Nation nègre et culture. Et culture. Le truc le plus méprisant pour un noir. À l'époque, si je l'avais rencontré, j'aurais peut-être changé de trottoir. Je vois. Non, c'est dur. Un noir, il t'envoie dans... Toi, tu cherches à fuir le nègre, il te met dans les... le nez dedans, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, je pense que là-dedans, il y a une part de solution et peut-être une pierre de rosette. C'est-à-dire qu'aucun noir ne peut se libérer sans s'être décolonisé. Il fallait qu'il affronte le nègre qu'il y a en lui avant de devenir le kémite, mais pas au sens folklorique, au sens profond. Et donc, redevenir donc l'être authentique. C'est ça que je veux dire. Et donc, on est obligé de passer par ce marronnage intellectuel, ce truc que tu as dit, pas parce que on le veut bien, pas parce que la réalité de la guerre fait qu'on est dans une guérilla d'abord, dans une résistance d'abord, etc. Et que cette résistance doit mener à une régénération de nos systèmes. Et je pense que, sans lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, je pense que cette provocation du nègre dans Nation nègre et culture rappelle qu'avant de devenir les kémites, il faut décoloniser, il faut reconquérir l'être et affronter le nègre qu'on a mis en nous et donc le pouvoir blanc. Concret. Bon, on termine là-dessus. Ouais. Bah, merci beaucoup, les gars, Ah, merci. d'être venus et tout. C'était une très bonne conversation, long échange et tout. Donc, merci. Ça fait plaisir. Merci. Vas-y, roquette.